l'idée de ce dialogue qui est organisé chaque année, c'est pas un habituel dialogue avec voilà, un cinéaste qui est interviewé. C'est deux cinéastes qui dialoguent entre eux et à bâton rompu, sans médiateur, sans intervenant. Et cette année, donc chaque année, on propose à un cinéaste voilà, de venir et d'inviter un autre cinéaste à cette discussion. Et cette année, c'est Céline Sciamma qui on a demandé de... Ouais, vous pouvez me rejoindre. Voilà, et Céline Sciamma a choisi de dialoguer avec Pierre Salvadori. Voilà. On est très heureux d'accueillir. Voilà, donc je vais vous laisser débattre. Tout simplement. À bâton rompu. Oui, à bâton rompu, c'est un programme exigeant. Non, mais je vais ouvrir le bal puisque c'est de ma faute. Oui. Non, mais ça m'intéressait de dialoguer avec Pierre parce qu'en réalité, on dialogue très souvent puisqu'on fait partie de la même association de réalisateurs, la SRF, qui est à l'origine aussi de ce festival. Et donc, on parle beaucoup de cinéma. On parle du cinéma dans une dynamique politique, dans une dynamique économique, d'industrie, et puis de pratique, de comment on fabrique les films. Mais on parle pas, on n'a jamais discuté vraiment de nos films respectifs. Ou, voilà, ça reste comme ça, assez général. Et donc, c'est une discussion absolument inédite, dont on ne peut pas du tout présager de sa qualité. Mais en tout cas, on peut absolument affirmer qu'elle aura lieu pour la première fois, ce qui est déjà une forme d'événement. Et si c'est raté, on pourra tous acter du fait que ce sera la dernière. Mais au moins, il y aura une forme de fraîcheur. Donc ça n'est absolument pas préparé. On n'a même pas fait le voyage ensemble à côté. Donc, comme les jeux. On n'avait pas le droit de se parler pendant la semaine. C'est comme les mariés, les jeunes mariés. Et voilà. Donc je vais te poser une première question, peut-être, ou sauf si toi, tu as une espèce de super idée de comment commencer à discuter. Pas du tout. Bon. Non, mais moi, parce qu'on peut aussi parler des endroits où... Enfin, les endroits où les cinéastes dialoguent, c'est aussi les endroits où ils en sont dans leur propre travail. Et là, moi, par exemple, je me pose la question du prochain film, et donc de comment l'écrire, comment le choisir, comment ça marche, comme ça, comment il y a une idée qui gagne, finalement. Et donc, j'avais envie de te poser la question de comment ça marche pour toi, de choisir un film, le prochain. Alors, c'est intéressant. Déjà, ça m'intéresse. Non, parce que je me rends compte qu'en fait, quand est-ce qu'on décide qu'on entame ce processus, je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a, en tout cas pour moi, un moment où j'ai l'impression d'être un peu plus aux aguets de ma propre ou de mes propres émotions, de ce qui peut me traverser. C'est-à-dire, c'est presque comme si c'est un moment où il n'y a plus vraiment d'innocence dans ma propre existence. Et je regarde ce qui m'occupe, me préoccupe, et je vois si éventuellement ça peut produire de la fiction. Parfois, j'ai des idées qui traînaient un petit peu depuis quelque temps, et au fond, sans même y croire. Et après, il y a un acte un peu volontaire, me dire, il faut faire. Moi, j'ai vraiment cette idée que à un moment, je dois faire, qu'il est temps de faire mon film. Et donc, je vais presque forcer les choses, essayer de doper presque une idée. Et parfois, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est comme... c'est bizarre cette idée de conversation, parce que si on joue vraiment le jeu, on regarde personne. Mais on va faire un peu... Et donc, je peux vraiment à un moment m'asseoir, là, comme on est assis tous les deux, et face au scénariste, et presque chercher un sujet, une idée. C'est toujours un peu vertigineux, et voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Et l'autre chose, je pense qui m'aide, il faut être un peu prosaïque, enfin un peu, c'est souvent chez moi, le genre précède même le sujet ou l'idée du film. Je me dis... j'ai envie de faire une comédie, parce que c'est souvent ça chez moi, mais ça peut être nuancé, ça peut être, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais je peux me dire, j'ai décidé de faire une pure comédie. Il faut que je fasse une pure comédie. Et voilà, et ensuite, après, je peux que donner des exemples, mais une fois qu'il y a cette idée de comédie pure, par exemple, ça veut dire de mouvement, on a l'impression de personnages dépassés, etc. On cherche ensuite parfois des sujets. C'est vraiment parfois très laborieux. C'est-à-dire que je suis en face
de mon co-scénariste et on parle de nos vies, et on cherche, c'est comme des fausses conversations, et on est aux aguets peut-être de ce qui va déclencher ce récit. Alors, ça dépend. Par exemple, on parlait tout à l'heure de vrais mensonges. Eh bien, on était donc depuis une semaine en train de parler, et le co-scénariste me parle de quelqu'un de très proche de lui, qui est une femme qui s'est jamais remis de la séparation. Enfin bon, c'est sa mère, on va pas non plus. Et donc, il me disait, au fond, ma mère s'est jamais remis. C'est comme chez le psy. J'ai un ami qui regarde son ami bizarrement. Et donc, il me parlait de ça. Je trouvais ça assez touchant, cette femme qui avait jamais accepté et qui était restée à la séparation et qui était restée avec une ambiguïté certainement de l'autre côté, amoureuse ou à aimer cet homme qui l'a quitté, son mari. Et je trouvais ce personnage assez émouvant. Et ensuite, moi, de mon côté, j'avais quelqu'un de très proche de moi qui était souvent dans cette idée de forcer le bonheur des gens, c'est-à-dire d'une façon presque ultra volontaire, une façon presque déplacée, de vouloir à tout prix aider ou d'avoir une idée précise de ce qui est bon pour eux. Et à ce moment-là, c'était dans ma sœur, donc je continue à balancer. Et donc, qui est gracieuse, qui est adorable, mais il y avait ce côté à un moment. Non, mais ça part d'un bon sentiment, donc c'est pour ça que je peux te dire que voilà, mais qu'elle savait presque mieux que moi et que c'était un truc un peu de famille. Qu'est-ce qui était bon pour nous? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Et donc, voilà, tout à coup, il y a eu cette idée d'une fille qui veut forcer le bonheur, qui veut absolument que sa mère retrouve une forme d'apaisement et qui va la manipuler. Et là, tout à coup, j'ai l'impression qu'il y a une mécanique qui peut produire, un mouvement qui peut produire de la fiction. Voilà, avec ce système, enfin, j'ai souvent cette image de deux personnes qui, comme deux noyaux nucléaires, deux petits noyaux, vous savez, c'est comme ça que ça produit de l'énergie, je crois vaguement, deux atomes qui se, mec, un peu but de paume, qui se tournent autour comme ça et qui finissent, le frottement finit par produire de la fiction, de la comédie, du récit. Voilà, là, et c'est par exemple ce film-là, c'est parti de ça. Donc après une espèce de longue conversation, je dirais que pour résumer tout ça, c'est l'idée de plus être tout à coup innocent dans ta propre vie, tu vois, et de te regarder vivre et de voir ce qui, à un moment, dans tes préoccupations, peut être un prolongement. Et se prolonger, pardon, dans un film. Voilà. Et souvent, les gens croient ou me demandent ça, ils me disent, mais au fond, tu as l'idée de quelqu'un qui est comme ça, un peu à l'opposé de quelqu'un d'autre, qui le rencontre. Donc, vous voyez, Laurel Hardy, machin. Et puis, ou alors un peu à la Weber, et si quelqu'un. Ça peut être super drôle qu'un mec. Moi, c'est jamais comme ça. Je pars jamais d'une idée. Et si. C'est tout le temps, ça part vraiment tout le temps. J'ai vraiment. C'est pas un système que j'ai mis au point. Je me rends compte que c'est comme ça que j'ai à peu près toujours fait. Mais tu as déjà abandonné des idées qui te semblaient des films? Moi, j'ai un petit côté à un moment forcené, hein. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quand on a commencé à avancer un peu, au bout d'un mois, on n'a pas envie de revenir en arrière, c'est un cauchemar, l'idée, on a tellement travaillé que parfois, c'est rare, j'essaye vraiment d'aller au bout de forcer l'idée, d'aller au bout de cette situation, et c'est assez épuisant, je ne sais pas toi comment ça se passe. Mais voilà, et il y a ce truc un peu comme ça, tu vois, où alors sur un film qui s'appelait Après vous, il y a eu un truc comme ça fou, où j'avais l'idée, je voulais faire un truc sur la culpabilité, et donc il y avait l'idée d'un mec qui se sent toujours très coupable, qui a l'impression que je sais pas, que tout est de sa faute, il va acheter une bouteille de vin, le mec va la chercher un peu haute, elle tombe, il va s'excuser, il va en racheter. Vous voyez, je voulais un personnage comme ça qui se sent toujours un peu, qui est vraiment perturbé dans son existence par ça, par une attention un peu trop forte à ce qui peut. C'est une forme d'orgueil aussi, hein, tout le temps l'impression d'être à la base. Bon, bref. Et donc, on commence à chercher autour de la culpabilité, on cherche, et tout à coup, il y avait cette idée que j'aimais beaucoup, moi. C'était un tandem, et j'imaginais c'était un mec en fauteuil roulant, un mec paralysé depuis longtemps, qui était un joueur,
qui était joueur de cartes, c'était un mec un peu comme ça, un peu bon vivant. Et donc, ça commençait comme ça, une partie dans un Algeco au bord de la route. Et le mec se faisait rincer complètement. Et donc, c'était une mauvaise soirée pour lui. Et donc, ensuite, il a perdu tout son fric. Il sort, il déplie son truc. Hop, tac, il replie. Il monte dans sa voiture. Et voilà. Et de l'autre côté, il y avait un personnage donc, qui est ce mec coupable, qui ne sait jamais dire non. On peut imaginer que c'est quelqu'un de gentil, mais c'est surtout quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc là aussi, il y a une ambiguïté là-dessus. Qui lui, alors qu'il ne voulait pas aider, je ne sais pas quoi, on lui a dit s'il te plaît, aide-nous à vider un grenier, hein, qui est crevé, qui rentre chez lui en voiture, et à un moment qui, fatigué, épuisé, en haut d'une descente, s'endort et percute le mec. Voilà, et il se réveille un mois ou 15 jours plus tard, je ne me rappelle plus, dans un hôpital. Le mec, quand il est rentré, n'est pas là. Voilà, et il décide d'aller le voir pour s'excuser, dire que c'est de sa faute. Et quand il arrive chez le type, il voit que c'est une petite voiture, une voiture pour handicapés. Il commence à flipper un peu. Et ouais. Et donc, tu vois, il dit, il entre et il regarde par la fenêtre et il voit que le mec est paralysé et il s'enfuit. Et ensuite, ivre de culpabilité encore plus, il finit par revenir et dire au mec, ben voilà, je suis désolé, c'est moi qui vous ai mis là-dedans, dans ce fauteuil, c'est affreux, j'en dors plus et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et le type en face, il dit rien, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Peut-être, j'ai des petits problèmes d'argent en ce moment. Si vous pouvez m'aider, voilà. Et tout à coup, il le vassalisait complètement, c'est-à-dire que il se servait lui du matin au soir, il a de l'argent, se faire conduire, enfin voilà. Et ça a duré, on avançait, et à un moment on a été bloqué, quoi. Et ça a été effrayant, effroyable, parce qu'au bout de 8 mois, si vous voulez, on était à 40-50 minutes d'un récit, mais il y a quelque chose qui s'enclenchait pas. C'était un enfer. Alors que bon, intouchable, quoi. T'aurais pu faire 20 millions d'entrées, quoi. Voilà, l'histoire de tous mes films, c'est ça. Et donc, j'avais à cette époque-là une amie qui s'appelle Danielle Dubroux, qui était une femme qui était assez passionnante, qui est une réalisatrice et qui était aussi prof à Saint-Denis, donc, ou à Vincennes, je ne sais plus, je m'as dit, et qui nous faisait des consultations. Voilà, elle nous faisait des consultations ponctuellement, et elle me dit, ah Pierrot, mais je sais ce qui ne va pas dans ton truc. J'ai compris. Et moi, j'ai cru qu'elle allait vraiment me dire, il faut que le mec, dans son fauteuil... Elle me dit, voilà, en fait, ton personnage, un soir, rentre dans la rue, il rentre chez lui, je sais pas quoi, et il tombe sur un type en train de se pendre. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprenais pas du tout. Et voilà, il est en train de se suicider. Il lui sauve la vie. Et voilà, et évidemment, sauvant sa vie, il prolonge la douleur, hein, vous voyez. Cet homme souffre de vivre et donc grosse culpabilité. Voilà, il a sauvé sa vie, il y a une responsabilité et il commence à s'occuper de lui. C'est un suicide d'amour, me dit-elle. Je lui dis mais je ne comprends pas bien de quoi elle me parle. Et ça n'avait aucun rapport avec l'histoire, mais en fait si, profondément ça. Et elle me dit et voilà, c'est un suicide d'amour. Donc il dit je vais aller chercher la nana, je vais la lui ramener. Et ce faisant, il tombe amoureux et la culpabilité de cette femme et la culpabilité enfle, etc. J'ai trouvé cette idée géniale, je trouvais ça formidable. Et là, ça fonctionnait très simplement, si vous voulez. C'est-à-dire que après, il fallait évidemment mâcher de la fiction, trouver. Mais donc 8 mois, et il faut repartir sur une autre chose. Le scénariste m'a dit que j'étais fou, il voulait assassiner Dubroux et moi. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux continuer avec moi ? Il m'a dit non, et je suis reparti avec un autre scénariste. Voilà, donc là, il y a quand même une forme d'acharnement. J'ai beaucoup de mal, et c'est presque trop parfois, peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être ce qui peut être un défaut. Il y a un recours parfois très très poussé à la péripétie, à la fiction. Et voilà, peut-être que parfois il faudrait presque avoir le courage d'abandonner parce que c'est pas assez simple. Mais j'ai ce côté un peu en force parfois. Tu vois, je veux absolument aller au bout de quelque chose. Et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Quand je réfléchis au prochain film, je fais très attention à ça. À essayer de peut-être cette fois-ci de ne pas me noyer dans la fiction. En même temps, dans la cour et pas noyé dans la fiction. Non,
Alors, Il n'y a pas de surenchère de péripéties, il y a une espèce de rythme. Oui, alors c'est comme s'il y avait deux types de films que je faisais. Peut-être des films très inspirés. Alors après, il y a nos influences, on va en parler, mais de la comédie américaine, que j'aime énormément, de la comédie américaine des années 30 à 50. Mais de temps en temps, il y a cette idée, moi je crois, qu'un cinéaste doit un film à son époque. Et comme je l'avais fait avec Les Apprentis, ou peut-être avec Les Marchands de Sable, mais vraiment avec Les Apprentis et dans la cour, là tout à coup, je vais vers une forme de récit moins sophistiqué, sans secret, sans déguisement, sans mensonge, sans quelqu'un qui fait croire qu'eux ou qui est obligé d'eux, mais vers la chronique. Voilà. Et souvent, je ne sais pas toi, alors par exemple, ça m'intéresse, est-ce que parfois, je ne sais pas si c'est Truffaut qui dit ça, mais on se repose d'un film, où on fait un film contre un autre, vous voyez, c'est-à-dire que presque par écœurement d'un... alors donc chez moi, parce que c'est vraiment intimement lié à ça, à la fatigue et à la douleur, et on croit qu'un autre système va nous libérer, nous apaiser. Alors ça, moi je crois beaucoup à ça. J'ai l'impression même de penser uniquement comme ça, mais que bizarrement, pour autant, les films se finissent par se ressembler. Enfin, ils n'ont pas l'air d'être faits les uns contre les autres, et pour autant, ils le sont. Mais parfois, ça peut être plus dans la façon dont on les fabrique que dans ce qu'ils racontent. Mais ça, je me demandais donc. Dans des trucs d'échelle aussi, dans des trucs de. Film, je voulais moi j'ai l'impression que pour moi, Tomboy est fait contre Naissance des pieuvres, alors que je pense que pour la plupart des gens, c'est des films qui ont l'air plutôt copains. Mais ne serait-ce que dans la fabrication ou sur Naissance des pieuvres, j'avais une équipe de 35 personnes, je trouvais ça fou. Surtout, moi, c'était mon premier film, donc je suis arrivée sur le plateau, soudainement l'équipe avait triplé de volume et je comprenais pas qui étaient ces gens en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, ils montaient des trucs en alu. Enfin, je sais pas. Il y avait une espèce d'innocence comme ça, et qui était parfaite d'ailleurs. C'était pas du tout une souffrance de constater une forme d'envahissement ou de collectif. C'était juste que j'étais pas du tout au courant des process, quoi. Et que donc, une fois que tu es au courant des process, tu peux les gérer un peu mieux, quoi. Et donc, Tomboy, je voulais faire un film, très très petite équipe, tourner 20 jours, l'écrire en 3 semaines, être dans un geste un peu plus libéré, et faire un film plus solaire, un film plus découpé aussi dans la mise en scène. Et donc j'avais le sentiment d'être complètement ailleurs. Et je pense pas pour autant que les films aient des grammaires si radicalement différentes, mais dans l'état d'esprit, j'avais vraiment l'impression de le faire contre, quoi. Et que Bande de filles, par rapport à Tomboy, était plus justement une espèce d'un endroit aussi contre, c'est-à-dire d'assumer une forme d'amplitude de récit, d'assumer de prendre plus son temps, de digression aussi, de digression, et d'assumer la place de la mise en scène et du spectaculaire, d'assumer de la machinerie, voilà. Et que du coup pour moi c'était aussi tuer le film précédent. Et au final, j'ai l'impression qu'en fait en réalité c'est le long chemin vers vers assumer profondément ce qu'on a envie de faire. Mais c'est des premiers films aussi, donc on n'est pas au même endroit à cet endroit précisément. Mais parce que je me demandais donc en voyant Tomboy qui peut ressembler à, effectivement, on dirait il y a un côté copain avec. Est-ce que quand tu fais ce film, tu penses au genre? C'est-à-dire que je me suis dit moi que c'était presque un thriller, enfin que c'était un film. En tout cas, Tomboy. C'est presque il y a du suspense, c'est un récit très tendu, et je me suis demandé si c'était une volonté après cette histoire d'amour, comment dire, c'est en creux parfois, enfin ce récit comme ça, enfin même non, je dirais que c'est très structuré aussi, moi. La naissance des pieuvres, mais est-ce que tu penses à ça en ce moment? C'est-à-dire, j'ai envie d'un film avec des scènes comme ça, parce que ça, j'aimerais bien parler de ça, ça m'a frappé, quoi. Ouais, je voulais vraiment écrire un récit d'infiltré, quoi. J'étais vraiment sur le récit d'infiltré. Voilà. D'accord. Je me disais, c'est vraiment donc tu te dis, un flic infiltré dans la mafia. mafia. Avant le sujet, enfin comment ça... Voilà, non, pas avant le sujet, parce que le sujet, je l'ai en tête depuis un bout de temps, il traîne. Mais par contre, le déclic qui fait que j'y vais, c'est ça. C'est de me dire, c'est un film que je vais... qui va être à la fois un geste très libre dans sa fabrication, dans son économie, dans sa rapidité d'exécution, mais il va être extrêmement ludique et contrôlé sur l'écriture, quoi. Tu vois, c'est un film vraiment, je me dis, 2 décors, 50 séquences, 1h20, et une écriture vraiment ça, dans une dynamique qui est de thriller, quoi. Ouais, et l'écriture du film d'infiltré, c'est ce qui fait que je me dis, allez,
là j'y vais, je sais où je vais, quoi. Je vais y arriver. Parce que je pense aux enfants, je pense que je veux quand même faire un film qui soit une forme d'hommage à l'énergie de l'enfance, à son rapport au présent, etc. Et que du coup, pour arriver à être libre à ces endroits, parfois de captation même, il me faut un récit qui soit béton et que du coup le genre m'aide à cet endroit-là, quoi. Ça, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez. C'est un peu le début un peu de la conversation à bâton rompu. C'est comment on arrive à mélanger ça, l'intime, si vous voulez, le sujet qui nous... Enfin, parler de soi, de nous, de ce qu'on connaît, ce que je crois quelque chose d'extrêmement important. C'est peut-être le seul conseil que je pourrais donner à un cinéaste. Comment on mélange ça? Comment on arrive à faire presque avec... Et pour Tomboy, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui bouleverse un personnage... comme si un accident, si vous voulez, ça c'est très intéressant, le fameux incident déclencheur, mais là c'est encore autre chose, parce que là c'est vraiment un accident. Cette jeune fille, à un moment, elle est prise pour un garçon, et à partir de là, elle se cache, elle décide de pas dire non, mais il y a un malentendu, etc. Et elle explore ça, et là, pour moi, il y a quelque chose où moi j'ai énormément de plaisir comme spectateur, c'est-à-dire il y a une tension... permanente et inhabituelle dans ce type de récit. Ça appartiendrait normalement à autre chose, si vous voulez, je sais pas moi, un truc d'espionnage, un truc un peu Hitchcockien. Et là, c'est est-ce que quand elle va se baigner, on va se rendre compte que c'est une petite fille et pas un petit garçon, et qu'elle a un faux, enfin un petit pénis, un microphallus de pâte à modeler. En pâte à modeler, ça paraît dérisoire, et à partir de ça, il y a une tension. Je trouve ça merveilleux. Franchement, je revoyais ça avec beaucoup de bonheur, parce que par ailleurs, il y a c'est solaire, il nage, etc. Et il y a au cœur de cette scène, a priori, de légèreté, d'enfance heureuse et intense et pleine d'énergie, un secret et un petit drame terrible même d'ailleurs, qui parcourt la scène. Voilà, donc je m'étais dit ça c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, m'intéresse énormément. Mais quand on nous interroge toujours sur le genre, c'est comme si il fallait y plonger totalement. Ça vous intéresserait de faire du genre à ce moment-là, il faut faire le polar, tu vois, la totale et tout. Alors que moi, le genre m'intéresse dans la corruption, quoi. C'est-à-dire, là, par exemple, j'envisage de faire un film de genre qui soit officiellement un film où on voit l'affiche, on dit OK, c'est un film d'horreur. Mais c'est évidemment pour le subvertir, quoi. C'est évidemment pour que, mais de le faire à l'envers, quoi. C'est-à-dire que là, Tomboy, chronique, enfance, mais en fait sous-jacent des ressorts, des structures, des méthodologies du genre. Et là, à l'inverse, un film qui soit un film de genre officiellement, mais souterrainement, qui travaille totalement autre chose, quoi. Et c'est ces effets de corruption là qui sont pour moi des élans, en fait. Je dis pas que je parle pas des films au finish, au résultat. Je parle dans des méthodologies d'écriture, de s'autoriser à aller à des endroits, notamment des endroits appétissants, des endroits donc terrifiants, comme toutes les choses qu'on désire. Et ben il y a une espèce d'autorisation comme ça dans cette idée de corruption, de trouble, quoi, entre les genres. Mais qui est inhérente à l'idée de genre. Je crois que ça c'est quelque chose, je pense que les gens qui ont industrialisé à un moment le cinéma, ou qui l'ont pensé comme... je pense qu'ils ont eu cette intuition que le cinéma durerait par le genre. Voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Et je me rends compte, alors ça c'est encore un autre truc, et il faut faire attention, que moi j'en arrive presque à essayer de parler de ça dans mes films. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait être vraiment très formel, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet, si vous voulez, qui est une histoire d'amour. Si on prend De vrais mensonges, elle veut sauver sa mère, elle tombe amoureuse. Et bien ensuite, alors c'est vraiment délicat, il faut faire attention avec ça, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. C'est comment parler de cinéma en faisant, là c'est l'inverse, en racontant une histoire. En mettant en scène des personnages, voilà. Et alors voilà, ça c'est quelque chose. C'est comme si on poussait un petit peu loin cette idée-là. J'essaye moi maintenant de plus en plus, par exemple sur le film que je fais en ce moment, ça m'aide énormément, si vous voulez, cette histoire de penser au genre, de le subvertir, de le contourner, m'aide presque aussi à fabriquer des scènes.
Et c'est comme si les films aussi en ce moment, sans être du second degré, de la distanciation, etc., parlaient aussi de l'acte de filmer, de faire des choix. Voilà. Et je m'aperçois que ça, c'est par exemple le film que j'écris en ce moment, qui est une comédie, on pourrait dire, qui pourrait ressembler à une comédie policière. D'emblée, c'est quelque chose qui me terrifie. Si vous voulez commencer à penser, à trouver le décor, aller dans un commissariat, et l'affiche, nous recrutons, etc., tout à coup, ça m'angoisse énormément, et a priori, je m'y retrouve rarement dans ce genre de choses, c'est pas assez abstrait. Et ben, si vous voulez, à partir de là, si tu veux, à partir de là, je trouve qu'on peut aussi construire. Alors, je ne sais pas comment on peut parler de ça, mais je voulais, en écrivant avec le scénariste, lui dire il faut qu'on évacue d'emblée l'idée de l'intrigue et il faut trouver un moyen pour dire au spectateur ça ressemble à ça, ça ressemble comme du possible, mais ne nous intéressons pas à ça et faire presque passer le message. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, il fallait d'emblée, dans ce nouveau scénario, faire cette confidence au spectateur. J'adore, moi, tisser complètement ce lien bizarre et invisible entre le spectateur et l'écran. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut trouver une façon de le dire. Et ça va être une scène, finalement, à l'arrivée, ça. Et c'est, dans ce commissariat, un homme qui est... qui est épris d'une jeune femme, il est flic, et il y a quelqu'un qui va venir faire des aveux terribles, atroces, un mec atroce, qui va dire c'est moi qui depuis une semaine ou 10 ans zigouille truc, etc., etc. Et le gars l'écoute, cette confidence elle est pénible, le type lâche tout, et à la fin il lui dit excuse-moi, pardon, j'étais pas du tout là, je pense à autre chose, pardon. Vraiment, je disais, est-ce que tu peux me redire ça? Et tu vois, et le type lui dit j'y arriverai pas 2 fois. Il dit c'est pas grave, on se revoit, il faut que ça sorte et tout. Et hop, j'ai l'impression que d'emblée le film a un style et que il se passe ce qui se passe là, c'est-à-dire que c'est comme si j'invitais le spectateur dans un dans un type de récit, voilà. Et après on rebondit à partir de là. C'est-à-dire que cette femme qu'il aime, au fond, ce qui l'occupait, c'était ça. Il va aller à son tour lui faire un aveu, lui dire rien. Et elle-même, à ce moment-là, elle est en train de voir quelque chose de... Et là, on construit le récit. Et c'est pareil. Elle lui dit, excuse-moi. Et donc, si vous voulez, sans être distancié, ironique, etc., j'aime beaucoup, je ne sais pas si toi, tu y penses, à cette idée du cinéma. C'est-à-dire que ça pourrait pas être une autre forme d'expression. C'est-à-dire que le récit, ce que je raconte et la façon dont je le raconte, doit être purement, comment on veut dire, tu sais, de nature, avoir une nature profondément cinématographique. Oui, parce qu'avec la comédie, c'est souvent, moi je vois ça, des films de blagues. Qu'est-ce que c'est la comédie? Est-ce que c'est faire rire? Voilà. Et donc ça m'intéresse beaucoup, au point que je finis par en parler, si tu veux, dans les films. Oui, mais je crois que dans les films qui sont dans une convention de genre, quand même tu es en train de lui tordre le cou parce que tu n'es pas effectivement dans une proposition de comédie marketée, on va dire. Mais quand on est associé au tenant d'une forme de naturalisme, ou quand on a l'air de parler d'un sujet qui est un sujet de société, c'est tout de suite extrêmement suspect de proposer une forme, en France surtout. Mais pas que. Mais du coup, moi je suis très soucieuse de ce pacte-là aussi et de considérer qu'effectivement on est de tout de suite dire qu'on est au cinéma. Pas du tout pour se défiler, mais pour au contraire profondément affirmer que c'est le bon endroit, où c'est l'endroit d'où on va regarder les choses et que donc il ne s'agit pas de documenter, il s'agit de mettre en scène, il s'agit de trahir, il s'agit de fantasmer, il s'agit de mentir, il s'agit de toutes sortes de choses, quoi. Mais que quand soudainement, par exemple, notamment sur mon dernier film, où c'est le plus saillant, sur Bande de filles, où vraiment là on peut s'en emparer purement comme un sujet de société. Et là, soudainement, le fossé qu'il peut y avoir entre le pacte que tu crées, parce que je considère que tu vois, le film, par exemple, s'ouvre sur une scène qui est vraiment fantasmatique, et donc on est clairement dans un programme qui est un programme de cinéma, de fiction, d'un territoire de fiction qu'on décale. C'est le football américain, c'est pas forcément la France, c'est pas... donc qui délimite comme ça un territoire de cinéma. Soudainement, c'est polémique. Soudainement, c'est un endroit où de suspicion, en tout cas. Et
et ça, voilà, c'est pas évident sur les films qui sont officiellement des sujets dont peut s'emparer l'Express ou Le Point, tu vois. Mais c'est passionnant. C'est bizarrement ce qui va rattraper le film. C'est bizarre pour Bande de filles, presque comme si l'attention a été décalée sur autre chose. À un moment, oui, c'est ça. Et sur une espèce d'injonction à la vérité, y compris y compris du côté. Alors que toi, t'arrives pas en disant je vais dire la vérité. Non, bien sûr. Mais du coup, on te soupçonne de pas vouloir. Mais du coup, si tu dis mais non, mais moi je veux pas dire la vérité, là, on te soupçonne de vouloir mentir, ce qui est pire que tout. Enfin bon, alors qu'évidemment, mais que du coup, il y a des endroits où en fait affirmer comme ça, comme un programme qu'on est au cinéma, il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres, et évidemment, c'est des endroits qui sont politiques, quoi. Donc, Oui. Alors, là-dedans, je voulais te demander quelque chose. Quand tu fais... alors ça m'a beaucoup frappé dans La naissance des pieuvres. Donc, on part du principe que vous n'avez pas vu tous nos films, que vous ne les connaissez pas tous par cœur. Parce qu'il y a souvent des cinéastes, c'est rigolo, qui te disent, tu sais, tu vois la séquence 22 de mon 3e film et tout, quand le mec vous êtes a priori kidnappé et être censé être un spécialiste. Non, mais donc dans La naissance des pieuvres, alors il y a 2 choses, hein. Il y a vraiment ce truc incroyable de l'ouverture dans tes films, et donc je voulais savoir à quel point tu penses ça, ou si à un moment c'est quelque chose qui advient, qui arrive et qui n'était pas prémédité. D'abord, ça se passe, cette histoire se déroule dans enfin, c'est pas dans le milieu de la comment ça s'appelle, la danse, la natation synchronisée. La natation synchronisée, mais il y a une jeune femme qui est là-dedans, quoi, qui fait. Alors, est-ce que il y a plein de choses là que je voulais te demander, parce que justement, c'est un peu ce dont j'essaie de te parler avant, c'est à quel point on réfléchit tout ça. Et puis parfois aussi, il y a des accidents, et puis c'est intéressant. Est-ce que tu penses, par exemple, à cette rigueur incroyable qui, j'ai l'impression, n'existe dans aucun autre sport, c'est-à-dire cette incroyable symbiose, enfin, ce rythme, et donc cette rigueur, il y a quelque chose ils sont parallèles, quoi, ils sont un truc comme ça, et qui va être paradoxalement, enfin, qui va frotter avec ce qu'ils vivent après, ces jeunes adolescents, et ça c'est toujours passionnant chez les adolescents, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi, c'est tout le temps captivant, c'est la nature même de ça, il y a forcément quelque chose là-dedans de captivant. Est-ce que tu penses à ça, de dire je vais la plonger dans ce bain-là, dans cette rigueur-là, dans cette beauté-là, vraiment de la chose fabriquée à mort, répétée, enfin, voyez, travaillée, et opposer ça à quelque chose de chaotique, d'incertain, dans son quotidien à elle. Oui, là aussi, c'est ce qui fait que je me lance, quoi. C'est-à-dire, j'ai une intuition sur la natation synchronisée, ou voire une histoire personnelle. Et par ailleurs, mais je me dis qu'il y a un rapport entre la surface et le sous-marin, entre ce qu'on présente au monde et ce qui se passe en dessous. Qui va être un des axes du film, quoi. Ça te paraît d'emblée, ça? T'as l'intuition que ça peut produire du cinéma? Ah oui, parce que par ailleurs, ça marche tout de suite sur mon obsession un peu de vouloir raconter le métier de fille, quoi. Je me dis, voilà, par ailleurs, la natation synchronisée, c'est le seul sport exclusivement féminin, donc c'est un sport qui produit beaucoup de discours sur ce qu'on attend des filles, et c'est le seul sport, avec le patinage, où il faut sourire, où il faut masquer l'effort, où il faut être maquillé, donc c'est une armée, c'est-à-dire c'est un sport qui réclame énormément de sacrifices, et le film montre à quel point c'est athlétique, mais en même temps c'est un des seuls sports où il s'agit de gommer l'athlétisme, quoi, et être dans une forme oui, enfin, avoir l'air contente d'être là tout le temps, et que c'est simple. Et du coup, pour moi, ça c'était la métaphore ouais, voilà, du métier de fille, quoi, du paraître et du souterrain, de ce qu'on cache, et du coup ça m'aide à structurer le film, et surtout je me dis qu'il est en train de penser un truc, et qu'a priori moi je suis un peu obsédée par l'idée que les films doivent penser des choses. Tous les films pensent des choses, après il y a les films qui sont pas au courant, qui pensent des choses. C'est les pires, c'est ceux qui pensent les pires choses généralement. Et tous les films sont des représentations du réel, donc ils sont des points de vue, donc ils sont des prises de parti. Et pour moi, quand on oppose, justement, quand on dit ah voilà, il y a Tim Burton, ça c'est un monde, et puis il y a Ken Loach, ça c'est la réalité. Non, Ken Loach, il représente c'est aussi un geste de représentation, donc de tri, de sélection, de point de vue, de distance. Et donc voilà, tous les films pensent des choses, quoi. Et c'est quand même pas mal d'être assez au courant
de ce que pense son film quand on essaie de le fabriquer, enfin de chercher cette pensée, quitte à évidemment, enfin s'il faut revoyer, s'y perdre, finir par penser l'inverse, je sais pas, mais voilà, en tout cas moi j'ai besoin comme ça qu'il y ait une espèce de cœur, quasiment voilà, un dispositif mental qui me permette de déplier de la fiction. Ouais, voilà, là on parle de choses, moi, là où j'aime beaucoup parler avec les cinéastes, et c'est rare de parler entre cinéastes. Il y a peu de cinéastes avec qui on peut parler de mise en scène, finalement, de récit et de cinéma. On va parler de telle histoire ou de tel truc. Moi, j'adore cette idée-là, et là, ça m'intéresse parce qu'il y a vraiment quelque chose. Je me rends compte aussi que plus on pense quelque chose, plus on y réfléchit, ça peut paraître très paradoxal et s'éloigner absolument de la beauté, si vous voulez, parce qu'on a le sentiment qu'elle surgit. Et alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que cette réflexion, si vous voulez, l'idée que autour de la natation synchronisée, de ce qui est dissimulé, caché, du sourire, etc., eh bien, au fond, va rendre le personnage encore plus, va en faire une héroïne. Vous voyez, tu vois, parce que là, il y a ce truc que je trouve génial, parce que ça donne du mystère. Et donc, toute cette réflexion, choisir ça, comment le filmer, etc., tout ça fabrique du romanesque, de la fiction et de la beauté. Et moi, je me rends compte, plus j'avance et plus je fais des films, je me rends compte que je suis vraiment intéressé par ça, par l'idée de maîtrise, et que je crois peu. Vous savez, à un moment, on a opposé les cinéastes de la maîtrise à l'abandon, et les cinéastes de l'abandon, pardon. C'est la gentiane. Il y a vraiment cette idée que la vérité, la beauté, c'est l'abandon, c'est l'accident qui arrive sur le plateau et que là, tout à coup, on le capture, etc., etc. C'est quelque chose que je trouve terrible, parce qu'il peut même y avoir, si vous voulez, une ironie et un mépris pour ça, presque pour une réflexion, pour quelque chose pour la maîtrise, avec cette idée un peu péjorative, un peu fascisante, moi je sais pas, ce truc. Alors que non, moi je trouve que c'est le contraire. Et ça m'intéresse. J'ai l'impression que plus c'est pensé, plus au fond, la beauté, l'insaisissable, la poésie, elle va surgir. Et je trouve que l'exemple est formidable avec La naissance des pieuvres, parce que d'emblée, j'ai l'impression de voir une héroïne de film, moi, des années 30, de voir un personnage mystérieux, captivant, et donc un point de suspense, parce qu'on a envie de le connaître. Et ça, il y a souvent ça aussi dans tes films. On dirait, un petit peu, on a le sentiment d'enquête. Voilà, il y a ça, et puis il y a le langage. Je voulais te demander aussi, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que enfin pas tous, mais ça commence par un brouhaha fou, des codes, des signes dans des groupes. On comprend que dalle, et on a envie de comprendre. On a envie d'éclaircir ça, et ça m'a fasciné dans Naissance de pieuvre et dans Bande de filles. Comment ça commence par des bruits, des signes. Elles se parlent et en fait elles répètent. Vous savez, elles ont ces trucs. Sauf que quand c'est pas dans l'eau, c'est très étrange, quoi. C'est quoi? Et après on commence à comprendre les signes, la connivence et un monde exotique et qui n'est pas le nôtre et qu'on a envie, si vous voulez, de rejoindre et de comprendre. Et ça, je trouve qu'il y a aussi pas mal ça dans tes films, l'idée d'une enquête, quoi, sur des... Ouais, des groupes. Oui, puis c'est des dynamiques d'élection, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à refuser cette espèce de frontière qu'il devrait y avoir entre le spectaculaire et le spectacle. Enfin, tout est spectacle, quoi. Ou entre le spectaculaire et la chronique adolescente, justement. Et donc, dans les ouvertures des films, il faut, pour moi, le fait qu'il faut qu'un visage qui entre dans le cadre, ce soit un événement. Et le fait de choisir son personnage. Et donc, il y a une dynamique d'élection comme ça. Donc effectivement, on part du groupe, on part de brouhaha, on part de code, on part de signes. Et puis finalement, le film désigne, et le spectateur le découvre à ce moment-là, qui va être l'héroïne, quoi. Et donc ça, c'est les 5 premières minutes des films, c'est le fait de choisir ensemble le personnage et d'avoir de l'appétit, de créer du mystère autour même de l'apparition de son visage, quoi. Dans Bande de filles, c'est vraiment ça. Il y a une scène d'ouverture de 5 minutes de football américain. Oui, il y a déjà le personnage, mais où elle n'est absolument pas désignée. Puis un groupe qui se disloque jusqu'à en choisir une. Et alors, c'est le hasard du trajet, mais il y a du coup comme ça un processus de suspense sur qui on va regarder, quoi. Et c'est vraiment une façon de dire que voilà, au cinéma, il peut y avoir un enjeu, même dans une chronique adolescente, même dans un film qui n'est pas officiellement Independence Day, où on n'est pas là pour vibrer, il y a un enjeu de suspense à découvrir un visage. Comment un visage rentre et sort du cadre, moi, c'est
quasiment le truc qui m'obsède le plus, en fait. Comment faire spectacle d'un visage. Et Bande de filles est quasiment est obsédée par cette question, d'ailleurs ne fait qu'y répondre en changeant les visages en plus, donc en disant bon, alors, je vais me poser cette question 5 fois, quoi. C'est-à-dire elle va avoir un visage différent, alors comment ce visage va entrer, sortir du champ, et comment on va avoir de l'appétit pour cette chorégraphie-là, quoi, pour cette chorégraphie du portrait, quoi. Sur cette idée de l'élection, enfin du personnage qu'on choisit, il y a un truc très beau, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans New York de Scorsese, où carrément il y a un plan très large, c'est à Broadway ou je ne sais plus où, etc. Et il place De Niro il y a des néons et il y a une flèche. Il y a un néon, une flèche, et il pointe finalement celui qui choisit et celui qui va vous emmener. Je trouve ça, encore une fois, assez ironique, etc., mais aussi assez beau. Voilà, il y a quelque chose de... Mais toi, tu écris pour des gens, tu as des gens en tête, tu as des visages en tête quand tu écris, quoi. Alors, j'ai souvent eu des acteurs, j'ai souvent écrit pour des acteurs. Je pense à plein de choses quand je commence à faire un film, et parfois à des choses pas glorieuses, ou qui pourraient apparaître comme... c'est-à-dire que je sais que quand je fais Dans la cour, qui va raconter l'histoire d'un toxico qui va mourir, et d'une femme qui est... qui est, comment dire, folle d'inquiétude, mais folle au vrai sens du terme, je sais bien que le film, il ne faut pas qu'il coûte trop cher. Parce que, si vous voulez, il y a peu de chances qu'il déclenche comme ça. Mais c'est intéressant, c'est aussi ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on est aussi tout le temps confronté à ça, à ce genre de questionnements, parce que c'est aussi la beauté, et pour moi presque des fois la prédominance du cinéma sur tout le reste. C'est d'avoir conscience de ça, et ça vous ramène toujours, tout le temps, aux gens et au monde. Et donc à combien de personnes, à qui. Et donc quand je fais Dans la cour, je sais que j'ai besoin d'une alliée qui va permettre de monter un film comme ça, d'une femme qui est l'alliée des auteurs. Parfois aussi, je choisis les acteurs pour des choses... j'écris pour eux. Hein. C'est très souvent après, ils peuvent dire non, et là, on est triste. Mais souvent, je pense, si vous voulez, à quelqu'un, et donc pour plein de raisons différentes. Quand je fais Dans la cour, je sais que Deneuve, c'est l'allié des auteurs, et qu'elle va peut-être m'aider à ce que le film se monte. Parfois aussi, c'est des choses toutes bêtes, hein. C'est-à-dire que moi, si on me caresse un peu la truffe, je suis content. Je dis, ah ouais. Et donc, si on me dit, moi, j'aime vos films, et toi, on a envie d'aller vers les gens qui vous aiment. Et donc, Deneuve, elle m'avait appelé 1 ou 2 fois, et ça m'avait touché. Elle m'avait appelé, après De vrais mensonges. Elle trouvait ce personnage, le personnage de Nathalie Baye, ça l'intéressait. Elle trouvait que c'était un beau personnage. Voilà, et donc ça m'a touché que quand ce film sortait, et que c'était un moment terrible de chaos, il y avait des tempêtes de neige, je t'en parlais tout à l'heure, c'était un cauchemar. Le film est sorti dans le pôle Nord, quoi. C'était dingue, les gens n'arrivaient même pas à aller aux salles. Enfin, il fallait être vraiment héroïque, quoi. Il fallait se dire, je risque de me casser une jambe, mais c'est le dernier Salvadori, je vais y aller. Eh bien non, pas du tout. Pas un héros dans la ville. Et donc... ça m'avait bouleversé que cette femme m'appelle à ce moment-là et me dise qu'elle avait aimé le film, et voilà. Et tout à coup, j'ai voulu écrire pour elle. Donc, c'est aussi parfois des raisons, toutes comme ça, très simples et pas glorieuses. Et je suis très sensible à la flatterie, en fait. Voilà. Et après, j'aime écrire pour quelqu'un. Par exemple, Deneuve, ça m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est que je trouve qu'elle, alors c'est peut-être un cliché, mais c'est sa voix. Mais c'est pas que sa voix, c'est qu'elle chante. Je me suis rendu compte qu'elle modulait tellement, si vous voulez, tu vois, elle a ce truc incroyable où elle monte, elle descend, etc., qu'on peut avec elle risquer presque la littérature. Enfin, on peut être littéraire. On peut aller un peu plus loin dans le dialogue. Si vous voulez, il ne faut pas aller dans le mot d'auteur, dans tout ça, mais on se rend compte qu'elle, on peut lui faire dire des phrases un peu longues, poétiques, je sais pas, et des choses. Ça, j'adorais ça. J'avais envie de faire encore plus long et de voir si elle arrivait jusqu'au bout à chanter ce truc et à dire voilà. Et ça m'a beaucoup aidé à l'écriture. Ça m'aide de savoir pour qui j'écris, voilà. Et ça m'aide aussi de penser à des choses bêtes. C'est au fond ce film-là. Si je veux parler de ça, il faut que j'en parle d'une façon assez captivante ou intéressante. Quand je fais Hors de prix, que je raconte l'histoire d'une jeune fille qui va perdre son libre arbitre par goût du luxe, par fascination pour le monde des hôtels, etc., j'ai pas envie de le faire pour
pour 200 000 abonnés au Monde diplomatique. J'ai envie que ce soit un film populaire, sinon ça n'a pas de sens de raconter ça. Et donc tout l'enjeu, si vous voulez, et si tu veux, j'ai ce truc bizarre, hein, c'est là, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est faire une comédie populaire et être malin et se débrouiller pour parler de choses crues et réussir à ce que ce soit un film large. Ça me passionne beaucoup. Je trouve que, si vous voulez, dans ces contraintes-là, si tu veux, il y a un truc qui est vachement bien. C'est quand tu dis contrainte, la délimitation, il y a un truc que je trouve vraiment passionnant, c'est ça. Par exemple, dans les années 30, il y avait ce qu'on appelait je crois, 30-40, le Code Hays. C'est-à-dire, vous saviez, on n'avait pas le droit de... 50, hein. 50, d'accord. Ouais. Le mec, il dit ça avec un aplomb dans les années 30. 32, 33, John Hayes, Ça a duré longtemps en plus. qui était marié avec... donc voilà, ouais, donc 50, il y avait ce truc, par exemple, il n'y avait pas le droit de faire, alors l'anecdote elle est hyper connue, mais ça m'intéresse, un baiser qui dure plus de 10 secondes. Et donc Hitchcock, il dit, je vais faire 9 secondes 8 fois de suite. Et c'est le baiser le plus troublant, le plus désirant, enfin c'est génial, quoi. C'est un baiser très bouleversant, quoi. C'est les enchaînés. C'est les enchaînés. Non, c'est la mort aux trousses. C'est North by Northwest. Ah, il est malin. Ah bah tu vois, t'as raison. Ah bah voilà. Ah bah Ah, voilà, ça a c'est duré ça, longtemps. on a tous les deux raison. Tu as aussi raison. En tout cas, voilà. Et donc ça m'intéresse parce que il fait un truc super beau, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il y a des contraintes. Et c'est ça on parlait de ça quand on parlait du genre. Moi, quand je fais une comédie, j'ai presque une obligation d'efficacité, quoi. Je dois, à un moment, par un exercice physique, un truc, une surprise, une ironie dramatique, à un moment, j'ai cette obligation, cette injonction, je ne sais pas comment dire, d'efficacité. Qu'à un moment, le muscle, et que ça... Voilà. Et après, et aussi raconter mon histoire. C'est vraiment très bizarre, cette notion d'efficacité. On a l'impression, là encore, qu'on est dans la maîtrise et qu'on n'est pas dans l'idée de la beauté. Alors que pour moi, justement, ça produit ce baiser magnifique. Et donc, alors, tu vois, je réfléchis à tout ça, et je me dis qu'au fond, maintenant, je sais pas ce que j'ai... Le Code Hays, c'est... le Code Hays, maintenant, c'est l'argent. C'est vraiment... le cinéma, il est devenu hyper... Enfin, aux États-Unis, c'est encore pire, quoi. Il faut que le mec arrive avec des histoires de super-héros, comme le seul qui arrive, c'est Sam Raimi avec Spider-Man, à raconter les émois, l'adolescence, le trouble, etc., l'exaltation. Cachez-le, toi. Et maintenant, moi, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment je fais croire aux gens qui vont financer mes films, qui vont produire ça. Et au fond, c'est ce jeu-là aussi qui fabrique de la forme et qui fait que malgré tout, on arrive à faire les choses parfois troublantes ou belles. Avec cette idée aussi, alors là, qui moi me touche beaucoup, c'est que le spectateur est tout le temps conscient de ça et que l'avènement de la beauté, dans un plan, elle passe aussi par lui. C'est-à-dire essayer de glisser ça, d'en parler à ce moment-là avec le spectateur, se débrouiller pour que, au fond, il y ait une conscience de ça, que je joue avec le genre, que je joue avec les contraintes, etc. Et du coup, quand le machin arrive, il est touchant ou il est beau. Ça me plaît beaucoup de réfléchir à ça. Cette quête-là, elle est permanente. Et c'est bizarre, si tu veux, dans de la comédie. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Il faut que tu poses une question. Oui. non, je réfléchissais à ce que tu disais. Non, parce que la comédie, elle est fondée sur une dynamique de complicité avec la salle. Mais là, c'est la conscience qu'il est complice, quoi. C'est ça la différence. Absolument. Et je trouve ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose avec lequel je joue beaucoup, quoi. En ce moment, j'essaye de jouer avec ça. Moi, je procédais plutôt par dérapage. Avant, tu vois, par exemple, Naissance des pieuvres, j'étais vraiment sur un truc où je voulais créer un faux pacte de départ avec le spectateur pour en créer un nouveau ensuite. Un truc où je voulais qu'ils se disent « Ah ouais, non, ok, je connais ce film, donc il y a
la belle blonde, il y a l'effronté, enfin, voilà, il y a une espèce de petite limace sur Gainsbourg, et puis il y a la capitaine des cheerleaders, et puis la fille un peu grosse, et puis ok, on est dans les archétypes de l'adolescence, et puis elle a envie de faire la natation synchronisée, c'est Billy Elliot dans la natation synchronisée. Et qu'il y ait une espèce de voilà, vraiment jouer avec les archétypes du teen movie et la forme de confort que ça procure au spectateur, de se dire un confort réel que moi-même en tant que spectatrice j'apprécie, d'une forme de convention où je me dis j'y vais, je m'abandonne à ça, je vais, tu vois, sur les comédies de remariage, des trucs comme ça où tu as le plaisir à voir des gens se retrouver. Mais finalement, après, pour jouer sur cette dynamique de confort, pour finalement déraper, quoi, pour finalement subvertir, quoi. En fait, et montrer les coulisses, quoi. Moi, du coup, ce pacte-là, c'est parce que finalement, tu décides de montrer non pas l'envers du décor, mais les coulisses des personnages. Parce qu'effectivement, elle est la capitaine des cheerleaders, effectivement, elle est une limace, effectivement, elle est ronde et drôle. Mais le film pourrait vous montrer ça, d'ailleurs, il vous le montre 10 minutes, mais en fait, il va vous montrer les coulisses de ces personnages, quoi. Et ça, la notion de coulisses et de secret, c'est une dynamique d'écriture qui me continue de m'obséder, en fait. C'est-à-dire, c'est aussi ce dont on parle depuis le début, c'est qu'au fond, cette conscience-là du spectateur d'être là et d'être entraîné ailleurs, etc., au fond, agit comme un élément de dramaturgie et fait que aussi on s'intéresse, comme il y a l'histoire, il y a la mise en scène, et puis il y a ce truc un peu méta, je ne sais pas comment dire ça, un peu, voilà, qui est, et je crois qu'il est propre au cinéma. Il n'y a pas longtemps, je revoyais donc le Carrosse d'or de Romain, et je me rendais compte qu'il n'arrêtait pas, presque pas de faire des clins d'œil, mais de constamment faire comprendre au spectateur qu'il avait conscience qu'il regarde et qu'il détourne des choses et qu'il joue avec la profondeur de champ, que le chaos qu'il y a dans la tête de Magnani, et les tréfonds de sa conscience, presque, hein, c'est des portes qui s'ouvrent sur des fenêtres, sur des terrasses, derrière la terrasse, il y a le machin, etc. Et je me disais, là aussi, je suis persuadé que le spectateur n'a pas une innocence totale là-dedans, qu'il y a une forme de jouissance supplémentaire, au-delà du suspense, etc., et du récit, au fond, à s'occuper et à s'intéresser à la mise en scène, à la façon de raconter des histoires. Parce qu'au fond, je m'aperçois que c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus. Les histoires, on le sait, c'est un peu toujours les mêmes, et donc c'est comment les raconter et comment parler même de ça, de ce processus. Voilà, et je trouve que ça, là, tout à coup, dans le cinéma, il y a quelque chose de total, quoi. C'est-à-dire que on a les aventures de Magnani, qui est une femme qui aime 3 hommes, qui veut plusieurs vies et qui du coup va choisir la transcendance et l'art, parce que c'est impossible d'avoir plusieurs vies, donc elle va en choisir une poétique et interminable et sans, vous voyez, avec un renouvellement constant. Elle choisit la beauté, elle choisit l'art et elle choisit les personnages, en jouer plusieurs. Et ben au fond, je me disais, là c'est vraiment le moment où le cinéma est très très fort, quoi. C'est pour moi là tout à coup c'est au-dessus de tout, parce que voilà, et que parfois c'est ces impératifs là aussi, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le spectateur, pour moi, il a conscience de ce que vaut un film, du budget, de comment on le détourne, de comment on joue, de comment on lui fait confiance, voilà, et ça m'intéresse pas mal. Je pensais pas qu'on parlerait de trucs comme ça, mais c'est. On savait pas trop de quoi on allait parler. Non, de foot, moi je croyais au début. Mais du coup, est-ce que tes films, ils changent beaucoup au montage? Est-ce que tu coupes des, tu changes l'ordre, tu coupes des scènes, Alors, je passe beaucoup de temps au montage à cause de l'histoire d'efficacité. C'est-à-dire que quand je fais une comédie, après il y a ce truc terrible, quoi, dans la comédie de 5 images de plus, c'est pas drôle. Et 5 images et même quand vous dirigez parfois une actrice ou un acteur, quand tu fais une comédie, les gens pourraient être surpris presque de voir que, au lieu de dire à ce moment-là ton personnage il est dans ce truc déchirant, machin, etc., c'est dire non, juste si tu attends 2 secondes de plus avant de dire ton truc, là ça va être rigolo, tu vois. Et donc il y a ça qu'on essaye de recréer au montage, en tout cas dans la comédie, c'est ce mouvement et ce rythme qui doit à un moment ou à un autre toucher les gens et les faire marrer.
Et donc c'est très long, c'est très très long. J'ai beaucoup de souffrance là. Oh là là. Là, le montage, je sais pas pour toi, mais moi c'est un moment où on est déçu constamment. Faire une comédie, faire un film, finalement c'est un pari, et c'est le moment peut-être on peut gagner alors qu'on a perdu. C'est-à-dire dire bon allez, je refais, j'essaye autrement, enfin. Et c'est une bagarre. Moi c'est jamais. Donc là j'y pense tout le temps quand j'écris. Il y a une espèce de virage maintenant où je me dis il y a quelque chose qui va pas bien dans l'écriture de mes films pour que je devienne marteau à chaque montage. Tu vois, voilà. Et donc, je pense que je réfléchissais pas assez en plan et que je réfléchissais parfois trop en écriture. Voilà. Et maintenant, je me dis qu'il faut peut-être que j'arrive à presque d'emblée avoir le montage. Enfin, vous savez, filmer, monter, quoi. C'est avoir ce truc. J'y pense tout le temps. Ça m'intéresse, je me demande ce que ça va donner. Mais j'essaye sur celui que j'écris en ce moment d'être d'ores et déjà dans la salle en écrivant. Ouais. Et du coup, tu le découpes, quoi. C'est-à-dire, tu fais aussi ton découpage, quoi. Quasiment, tu le storyboard un peu ton film, quoi. Oui, et puis surtout, je me dis jamais que ça s'arrangera plus tard. Voilà. Ouais. Ça. C'est l'enfer. Quand on commence à se dire ça s'arrangera plus tard, bon, avec le scénariste, ça donne en général. Non, mais ça, on y revient après. Mais, mais le comédien le fera bien. Ouais. Et puis après, c'est genre non, mais au montage, on trouvera. Non, mais alors, je suis sûre qu'au bruitage, on va rendre ça drôle. Non, mais après, au mix, j'ai une idée. Attends, on va mettre une musique et hop, ça sort et c'est toujours aussi pas réussi. Oui. Enfin, un peu moins pire, mais oui. Mais toi, j'ai vu par exemple que Tomboy s'est écrit vite. Ouais. Je ne sais pas si c'est monté vite, mais 12 semaines, ouais, normal, un peu. 12 semaines, non. Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi. J'ai l'impression que parfois c'est trop laborieux et que du coup je peux faire des choses un peu trop, comment dire, la peur du vide, quoi. J'ai trop peur parfois, je me rends compte du silence et donc je pense aussi à ça en écrivant en ce moment. Des fois je les gave mes films comme parce que j'ai trop peur qu'il manque quelque chose voilà. Et ça c'est un truc qui devient aussi cauchemardesque au montage, et je me dis que peut-être cette idée d'écrire un peu plus vite aussi, il y a peut-être à voir avec ça. Être dans ce mouvement aussi là, à ce moment-là, à l'écriture. Voilà, mais je sais pas. Là, vraiment, c'est des choses auxquelles je pense, ou c'est des fantasmes parfois. Voilà. Mais je rêve de ça, d'écrire un peu plus vite, de faire un peu plus vite. Je me rends compte qu'il y a trop de temps entre mes films. Ça m'angoisse beaucoup. Je sais pas si ça c'est un tu mets truc combien de temps auquel tu penses. Toi. Du temps entre les films. Bah avant, plus il y en avait, enfin avant, la meuf qui a fait 3 films, donc deux intervalles. Mais entre le premier et le deuxième, j'avais aucune urgence, au contraire, même je me disais que j'en ferais pas d'autres, que je voulais être scénariste et tout ça. Donc il y a quand même, il y a 4 ans. Donc c'est pas tant que ça au final, mais ça m'a semblé long. Ouais. Et entre le deuxième et le troisième, par contre, là j'avais envie d'y aller plus vite. Mais moi, je mets beaucoup de temps avant de m'y mettre. C'est-à-dire, j'écris assez vite. Et t'écris pour les autres aussi. J'écris pour les autres aussi, mais je mets du temps avant de me dire bon allez, j'écris. Et une fois que je m'y mets, après je fais que ça. Mais la rapidité, ouais, en fait, c'est quand t'es prêt. En fait, tu peux vraiment une façon de vrai. faire. Ouais. Et pourquoi tu écris pour les autres parce que j'aime ça, enfin je crois. D'accord. Ça peut bouger. Parce que je trouve ça pas mal aussi de... Parce que tu te prives de ton métier à la fin. Ouais, mais en fait, moi c'est ça que j'aime bien dans le cinéma, c'est que tu passes par des états et des étapes extrêmement contrastées, différentes, voire contradictoires. C'est-à-dire tu as le droit à tout. C'est-à-dire tu écris tout seul. Enfin, moi j'écris seul mes propres films, en plus la solitude totale. Après soudainement t'es plein, il y a les acteurs, il y a l'équipe, ouais, là c'est extrêmement entouré. Et puis finalement, t'es dans des duos ensuite, alors t'es au montage, t'es au mixage, donc là t'es dans des collaborations très très étroites, donc t'es pas seul, mais t'es comme ça, tu t'es un peu débarrassé de la foule qui commençait à te saouler. À chaque fois, t'atteins ton point de frustration en fait, et tu bascules dans autre chose. Et puis voilà, une fois ensuite
c'est terminé, tu es à nouveau tout seul, quoi. Et c'est pareil dans l'écriture avec les autres, c'est-à-dire que moi j'ai le plaisir de me dire ah là là, je suis absolument, j'ai pas à être dans une espèce d'injonction personnelle, je dois être absolument performante évidemment, mais pour quelqu'un d'autre, je suis dans l'ombre, je suis au service, je suis dans l'empathie, il y a une espèce de hiérarchie où je suis bas, enfin tu vois, genre, et cette position m'aide y compris à atteindre mon nouveau point de frustration. Je dis bon, mais ça suffit maintenant. Ouais. J'y retourne, quoi. Mais c'est agréable d'être, mais y compris, moi j'ai écrit une fois pour une vieille personne, et sinon j'écris plutôt pour des jeunes personnes. Mais par ailleurs, je trouve ça intéressant de se brancher comme ça sur sa génération, je crois, voilà, les effets de génération dans le cinéma. C'est pas pour moi qu'elle écrit. Et de travailler sur des premiers films et d'être comme ça d'en travailler aussi à quelque chose de collectif, et c'est très nourrissant, quoi, aussi. Ça aide aussi à comprendre ce qu'on va faire ensuite. Est-ce que tu as une bande de cinéastes autour de toi? Attends, juste une autre truc avant, parce que je voulais te dire, quand tu me dis ça, c'est vachement bizarre, parce que moi j'aurais énormément de mal, je veux pas dire vachement, j'aurais énormément de mal à écrire, si vous voulez, tu vas penser des scènes qui doivent être tournées, parce que c'est ça, la seule valeur, au fond, une vraie bonne idée, tout à coup, c'est une idée qui, a priori, peut-être d'une façon purement littéraire, elle vaudrait que dalle, c'est une idée de plan. Ouais. Et ensuite, ce plan, il va falloir le faire, et j'aurais trop peur que la personne qui vient derrière, qui va prendre ce relais, le fasse mal. Ça me rendrait fou. Ouais. Je ne sais pas comment tu fais ça. Ben non, mais attends, pour l'instant, les trucs que j'ai écrits, je crois que j'ai jamais vu un film que j'ai écrit sur un grand écran, donc ça se trouve, je vais trouver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été tournés, ou tu n'as pas voulu les voir? Je n'ai pas voulu les voir. Non, non, mais il y en a peu qui ont été tournés. Et puis, sur les jeunes cinéastes, sur les premiers films, j'écris pas de scène. J'accompagne toute l'écriture, c'est plus tu vois, une espèce de coaching. Ouais. Mais des films que j'ai écrits, voilà, là j'ai écrit le prochain film d'André Téchiné, ça sera vraiment ma première expérience de ah ok, on a écrit ce truc et maintenant c'est ça. Non, j'ai eu l'expérience à la télé sur Les Revenants, tu vois, sur Les Revenants, je l'ai eu, la série télé. J'ai écrit 1 an et demi dessus, et là il y a plein de scènes qui sont des scènes que j'ai écrites, et donc j'avais déjà fait un long. C'est pas simple à vivre. Quoi? J'ai pas. Hein? C'est après. Après, ouais. C'est entre, c'est entre Naissance des pieuvres et Tomboy. Mais d'ailleurs, ça m'a fait attendre. C'est pour ça que Tomboy s'est écrit très vite. C'est que Les Revenants, genre un an et demi, là, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, je suis partie, quoi. Je suis partie. Et j'ai dit, parce que je vais faire un film. Mais j'avais pas du tout de film. Et mais je l'ai fait, quoi. Les résultats, ouais. Mais après, je sais pas si je resterai, si j'arriverai à rester bonne co-scénariste. C'est une place que j'aime, quoi. J'espère arriver à la. Oui, je crois que je pourrais le faire que si j'aimais vraiment la personne, plus la personne que le cinéaste, si tu veux. Moi, ça serait pour. Je vais te demander parce que je trouvais ça. Oui, et je voulais te demander si autour de toi, tu avais cette idée, parce que ça m'avait fasciné quand j'avais rencontré. Alors donc moi j'adore, il y a un film que j'adore qui s'appelle Le Pigeon, et j'adore Monicelli, et donc je l'ai rencontré un jour et il me racontait qu'autour de lui à cette époque, le truc, tu vois, c'est chouette, ils étaient tous copains, Rizzi, machin, ils se montraient leurs films, ils s'échangeaient des dialogues, etc. Et moi je cours après ce fantasme que ça n'existe absolument pas. Ça n'existe pas, le mec qui te donne un bon dialogue, qui t'en pique un oui, mais qui te voilà. Mais donc je me demandais s'il y avait ce truc un peu beau, moi, que je trouve qui moi, j'ai des copines et j'ai des amis et réalisateurs et réalisatrices, mais il y a pas ce truc-là, quoi, de fabriquer ensemble, de penser d'être dans un mouvement un peu qui correspondrait peut-être à un moment. Ouais, si, moi de plus en plus quand même. Là, le film que je suis en train d'écrire, par exemple, qui n'est pas pour moi, donc où je fais mon travail de co-scénariste, j'écris le film d'un réalisateur qui s'appelle Jean-Baptiste Delaubier, qui est aussi par Awan, le compositeur de la musique de mes films, et on s'est rencontrés à la Fémis, et on a fait déjà plein de courts-métrages ensemble, et ça, là, on est en train de faire un long, et le monteur, c'est mon monteur, mais c'était notre monteur à la Fémis. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, de famille un peu, mais ça, c'est un truc aussi d'école, de grandir ensemble. Mais sinon, mais de plus en plus. Dont je parle, hein, ouais. Mais j'ai l'impression que ça se décide aussi, quoi. Moi, j'ai l'impression
en tout cas, de plus en plus, moi, quand j'ai mon premier film, je me suis sentie extrêmement seule, quoi. Super seule, quoi. Parce qu'en plus, comme je l'ai fait vite en sortant de l'école, et qu'en plus, j'avais pas fait de court-métrage, j'avais pas du tout enfin, j'y connaissais rien, enfin, et j'avais pas de copains, quoi. Enfin, j'avais mes copains de l'école, mais vite fait, quand même, parce que j'étais pas non plus la plus... Et je m'améliore, quoi. Je suis de plus en plus festive, mais à l'époque, pas ouf. Et j'y travaille, mais grâce au cinéma, quoi, d'ailleurs. Et du coup, ouais, je me souviens de 2-3 ans quand même. On fait des films pour rencontrer des gens, je crois. Mais bon, bah, oui, c'est souvent des grands solitaires. Mais maintenant, j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression de voir beaucoup de films en montage, de rencontrer les gens à travers le cinéma, quoi. Il n'y a pas ce fantasme de la bande qui se met à faire du cinéma. Voilà, ça, j'ai pas connu. Mais par contre, qu'à travers le cinéma, les rencontres, soudainement, il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié qui se tisse et l'idée de la bienveillance et du regard du travail des uns sur les autres, et que tout ça soit festif. Ça, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est un objectif, quoi. Pour moi, c'est un art de vivre, même, quoi. Ça va avec l'idée de faire du cinéma, mais il faut faire du cinéma pour y accéder, quoi. C'est pas un art de vivre qui t'amène au cinéma. Enfin, c'est le cinéma qui t'amène à l'art de vivre. Et il y a une autre question, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure avant d'être là. Tu m'as dit que sur le prochain film, parce que cette histoire de choisir ses acteurs, etc., tu as fait beaucoup d'acteurs, tu as fait beaucoup de films. Putain, je vois pour un tout petit coup aller dans la Gentiane. Je vous croyais que je peux. Je suis un peu fatigué. Je peux boire bien un petit coup de Gentiane. J'ai un contrat en fait. Ils m'ont demandé de. Donc la fatigue, mais je bois bien un petit coup. Donc, non mais c'est l'heure. Hein. Je voulais te demander, tu me disais ça. Non mais on dit conversation, tout ça. Donc faisons le vrai truc. Les conversations, c'est pas. Héros quoi. Donc, non mais donne-moi la veste. Hein, Et donc. Tu me disais ça et ça m'intéressait énormément, cette idée, quand tu m'as dit j'ai envie d'allier, là c'est pas Catherine, etc., mais de ne pas prendre des jeunes acteurs que tu choisis dans la rue ou qui ne sont pas acteurs, etc., que tu avais envie, parce que moi j'aime énormément les acteurs, j'ai quasiment jamais inventé d'acteurs, à part peut-être Guillaume Depardieu, mais c'était d'une autre façon. Et Gustave Kervern, mais qui étaient déjà des gens un peu là-dedans quand même. Voilà, j'aimerais bien que parce que ça me plaisait énormément ce que tu me disais tout à l'heure, donc que tu me le répètes et que je fasse Oui. Oui, parce que jusqu'ici j'ai tourné qu'avec des acteurs non professionnels, des jeunes gens, et j'ai beaucoup aimé ça, et je crois que que c'était très important dans le fait de pouvoir s'inventer, de pouvoir décider quel metteur en scène on veut être. Regardez, ça n'empêche, c'est un truc de mise en scène aussi, parce que en même temps, il y a les mecs et tout. Donc, voilà, tant pis. Moi, j'en ai dans mon sac. Tous les acteurs, les réalisateurs sont alcooliques, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous montrer. On nous donne des goodies, on les honore. Voilà. Voilà, ils nous donnent des petits cadeaux quand on a. Non, mais c'est pas grave. C'était pour rien. Mais que j'arrivais à mon point de frustration sur le fait de pas travailler avec des gens qui sont dans leur métier d'acteur, quoi. Donc aussi dans une forme de réflection commune sur le film. Pas de collaboration, mais aussi un peu de manipulation parfois, ou peut-être de. Oui, ou en tout cas c'est sympa, tiens. Ouais. C'est là. Je t'en prie. Merci. Et que. Oui, parce qu'il y a de la négociation quand on travaille avec des gens très jeunes. Il y a une forme de négociation. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de les obliger à faire des choses, mais ça veut dire que c'est pas leur métier, quoi. Donc ça devient leur métier au fur et à mesure. Tu m'en laisses quand même. Mais que oui, j'avais envie de connaître cette collaboration, même si je l'ai un peu eue, parce que Adèle Haenel, elle était déjà actrice quand même sur Naissance des pieuvres, et que ça c'était un véritable allié intellectuel. Mais j'ai envie de retrouver un peu ça. Enfin, de voir ce que ça fait, quoi. Parce qu'en même temps, souvent on fait ça aussi avec les acteurs, c'est-à-dire que il y a cette idée de diriger, etc. Mais aussi parfois, on a une idée derrière la tête et il y a de la négociation et il y a une forme de manipulation, mais a priori il y a un contrat au départ. Et moi j'adore les acteurs et j'aime travailler avec eux, vraiment être dans ce travail-là de fabriquer des émotions. Voilà. Alors que j'ai eu parfois, surtout avec Guillaume au début, l'idée de lui voler un peu des choses, de lui voler sa candeur, cette espèce de corps maladroit, etc. Et à partir de là, Merci.
Et les danseuses dans 2 minutes. C'est cool. Voilà. Donc, c'est plus dans l'idée, c'est pas tant dans l'idée, parce que voler, oui, attraper, tout ça, mais c'est plus dans l'idée de partager aussi la pensée globale. Ça tourne mal. Voilà. Merci beaucoup. De pouvoir partager la pensée du film et aussi tout simplement aussi de pouvoir dire putain super journée, super ce qu'on a fait, on va boire un coup, tu vois, que tu peux pas faire avec un enfant de 5 ans. Tu vois, il s'en va et sa maman. Tu vois, non, mais d'un truc de dire, tu vois, de pas juste se dire seul ou avec son producteur, avec son chef-op, de se dire attends, je crois que là c'est bien, mais de pouvoir de pouvoir partager le film, quoi. Et évidemment que par ailleurs tu peux avoir des agendas secrets et que tu peux demander une chose pour en obtenir une autre, etc. Après, mais là, en fait, justement, avec des non-acteurs, c'est pas ça, quoi. Parce que tu as une responsabilité, quoi. Qu'en plus, tu vas pas leur mentir, en fait. Tu es obligé de pas leur mentir, en fait. Alors qu'un acteur, je pense que je pourrais peut-être plus lui mentir, quoi. Là, y a des trucs que tu veux pas leur voler, justement, quoi, parce que c'est pas des acteurs, quoi. Toi, tu as une responsabilité un peu autre aussi quand c'est jeune, quand tu commences jeune. Tu me disais, je trouvais ça assez joli cette idée. C'est presque Truffaut avec Léo. C'est cette idée ensuite qu'on continue à s'occuper d'eux. Moi, j'avais, ça va vous paraître bizarre, mais j'avais ce sentiment de responsabilité avec Guillaume. J'avais l'impression que je lui devais des films parce que j'avais peur qu'il devienne dingue, sinon, enfin, c'était trop tard. Mais, enfin, qui est, voilà. Et on a ce sentiment après de devoir continuer une histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'aimerais bien que tu me parles. C'est est-ce que tu aimes reprendre une comédienne, continuer avec elle ou un comédien et prolonger une histoire, inventer. Moi, j'ai adoré faire ça. Et voilà, ouais, j'aimerais. C'est un peu le projet. Ouais, j'aimerais bien. Lequel maintenant, nous verrons. Voilà, moi, ça devient, c'est comme choisir le genre d'emblée. Vous savez, quand on disait tout à l'heure, des fois on ne sait pas ce qu'on va raconter, ben, j'ai déjà le genre qui m'aide. Et ben, j'ai ce deuxième truc aussi, c'est parfois me dire, là en ce moment j'ai très envie de prolonger le truc avec Pio Marmaille. Et je me dis que ce qu'il est, et donc on commence à observer ce qu'est le mec, comment il est dans la vie, machin, et à peut-être... se rire de ça. J'avais ça avec Audrey Tautou. À un moment, j'aime bien l'idée de continuer, si vous voulez, un peu plus loin le travail avec les comédiens. Moi, j'adore l'idée de troupe, par exemple. J'aurais adoré ça. Ce que vous pouvez avoir au Zoo, tout ça, ce truc, à un moment, d'avoir toujours les mêmes. Et voilà, ça, c'est un... Bon, peut-être aussi, c'est un peu un fantasme et un truc de solitude aussi, je sais pas, mais voilà, je trouve que... Et alors, ce qui est encore plus fascinant, c'est quand tu les vois grandir, parce que toi, tu as travaillé avec Adèle qui était jeune, et puis Adèle qui était adolescente, et puis voilà, et ça, Oui, c'est intéressant de voir les gens grandir de film en film, plutôt que juste les voir grandir au sein d'un film, quoi. Mais c'est déjà une machine, enfin, je sais plus qui disait ça, mais c'était à propos du film de Noémie Lvovsky, La vie ne me fait pas peur, et qui disait que c'était une machine à voir grandir les visages, quoi. Et je m'étais dit, je sais pas, c'était un critique qui avait dit ça. Je m'étais dit, ah mais c'est la définition du cinéma, enfin une machine à voir grandir les visages, quoi. Ouais, je trouve ça très très intéressant, ouais. Et comment aussi suivre bon, voilà. Et comment aussi ils deviennent un peu inspirants. Il y a ce truc, c'est qu'il y a cette idée, je sais pas si toi si tu as croisé ça, mais il y a des acteurs qui sont inspirants, c'est-à-dire que moi, il m'arrive de continuer à écrire en pensant à Guillaume Depardieu, à Marie Trintignant, avec leur voix. Parfois, quand je suis bloqué sur un dialogue, j'imagine la voix et les expressions de Marie Trintignant, qui avait des expressions rigolotes. Elle disait des trucs comme épatant, ou elle disait c'est épatant, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée-là. Voilà, ils nourrissent à un moment... Voilà, mais il y a aussi ce truc de peut-être aussi de l'acheter, peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment, on a peur de changer. Moi, au début, j'ai fait tout le temps mes films avec les mêmes parce que j'avais trop peur de rencontrer des monstres. Et puis c'est arrivé. C'est-à-dire que non, mais des monstres à tout le sens du terme, parce que les acteurs, vous avez l'autorité, mais ils ont le pouvoir. Et donc parfois, ça grince, quoi. C'est compliqué. Et donc j'avais peur de ça, d'entrer dans des trucs terribles aussi, à un moment de négociation, de trucs malins, de trucs... voilà, ça c'est la partie dont je suis pas fan, on va dire. Ça, oui, des fois c'est lourd, je trouve, ce truc.
Et alors je me disais peut-être si on fabrique des stars, c'est-à-dire des comédiens qui vont être vos alliés et qu'on les amène vers ça, par des films, peut-être que cette espèce de longue collaboration garantira des choses. Il y a toujours quand même, et on en revient encore à ça, dans le cinéma, ce rapport de force, le pouvoir, la puissance, l'argent, etc. Et donc trouver des foufous quoi, qui vont à un moment, eux, être aussi des garanties pour des financiers. Marrant ça aussi, construire ça. Quoi. C'est pas une question pour poser une question. C'était est-ce que t'as eu, moi j'ai vraiment eu ça dans ma vie de cinéaste, des coups de foudre terribles pour des cinéastes, et ça m'a sauvé. Et est-ce que tu as des influences et des choses qui mais importantes et où vraiment ça inspire, voilà. Ça c'est un truc. Moi j'ai 2-3 potions magiques quand j'arrive plus, à part la gentiane, etc. J'ai des potions magiques. J'ai des cinéastes quand je les regarde, tout à coup je repars quoi. Genre qui? Genre mon vieux copain Ernst Lubitsch. Et il y a vraiment ce truc incroyable du moment où on n'arrive plus à écrire, on est là tout perdu. Il y a des longs silences, si vous saviez, avec le scénariste, des fois c'est pas à bâton rompu du tout, c'est à bâton. Ils sont très longs les bâtons. Et donc moi je regarde parfois quand on faisait de vrais mensonges. Je regarde un film de Lubitsch, je regarde un plan de Lubitsch, et tout à coup, je suis inondé. C'est la beauté incroyable, parce qu'évidemment, il y a la comédie, il y a l'élégance incroyable de sa mise en scène. Je sais que j'ai beaucoup parlé de ça et tout, mais il y a ce truc qui est normal, au fond. C'est aussi ça, l'art ou l'artisanat. C'est passer le truc. Et donc, lui, et même ses personnages, je les aime. C'est-à-dire qu'ils ont de la tenue, même dans l'adversité. Il y a quelque chose de glorieux. Au fond, c'est un cinéaste qui a beaucoup parlé de... Il y a une injonction de jouir, de jouissance chez lui. Il y a des personnages droits, dignes dans la vie. Ils sont sur la pointe des pieds. Ils sont merveilleux. Et donc ça me fait du bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des idées. Et ce sont les cinéastes inspirants, les grands cinéastes généreux. Par exemple, vous savez, tu connais l'anecdote. C'est-à-dire qu'il y avait Wilder qui avait... au-dessus de sur son bureau, il y avait un mot qui avait été. Il avait demandé d'ailleurs à un grand graphiste de l'écrire, et c'était What Lubitsch would have done. Qu'est-ce que Lubitsch aurait fait? C'est-à-dire que tu connais pas cette anecdote? C'est-à-dire que quand il sait pas comment raconter une scène, tout à coup vous vous rendez compte la force et la puissance d'un cinéaste. Il a inventé un langage. Et ce langage est profondément cinématographique. Lubitsch est cinématographique. C'est un grand cinéaste du muet qui s'est dit après, quand les dialogues sont arrivés, il faut être à la hauteur, puisque maintenant il y a un machin qu'enregistre, il faut être aussi brillant, et ça doit se compléter. Et donc c'est qu'est-ce que Lubitsch aurait fait? Et moi j'ai vraiment ce truc, ou qu'est-ce que Lubitsch aurait raconté? Parce que je trouve que derrière, il y a aussi un mode de vie qui décrit. D'ailleurs, un des plus beaux titres de cinéma, c'est Design for Living. Je ne sais pas comment traduire ça, mais proposition de mode de vie, proposition de façon de vivre, et de façon de vivre entière, poétique, subversive, désirante. C'est vraiment merveilleux. Donc, est-ce que toi, tu as cette cocaïne-là, on va dire ce truc grisant, et moi, c'est très important. Et même, il a forgé mon goût. Mais par lui, j'ai commencé à savoir... ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Ouais, j'ai évidemment plein d'épiphanies qui ont déterminé mon destin, mais quand il s'agit quand je bloque, quand il s'agit d'être inspiré, de recroire au cinéma, à la fiction et tout ça, oui. Je vais jamais chercher justement dans le passé. Je vais jamais convoquer quelque chose auquel j'ai cru. J'ai besoin de trouver quelque chose au présent qui me donne envie de croire qu'au présent c'est possible. C'est-à-dire un cinéaste contemporain, tu veux dire? Ouais, ou alors une chanson ou une image, ou tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est un peu une boucle parce que je suis dans l'état que tu décrivais au départ, c'est-à-dire dans une forme de non-innocence, complètement à l'affût d'une preuve qu'aujourd'hui il y a quelque chose qu'aujourd'hui je vais croiser, quelque chose qui va m'émouvoir, qui va me faire croire que c'est possible. Donc parce que même aller voir quelque chose que j'ai profondément aimé ou un cinéaste que j'aime beaucoup et tout ça, ça va quasiment me rendre nostalgique du moment où je croyais, tu vois, ou du moment où il l'a fait. Et donc j'ai besoin d'un truc
ici et maintenant, quoi. Et donc je le cherche à tout prix. Et ça arrive. Alors, on n'est pas non plus totalement dans des démarches aussi volontaires, parce que les désarrois sont. Presque, tu dis ça, c'est redevenir sensible tout à coup. Ouais, enfin, je suis jamais dans une situation non plus où je me dis là tout de suite maintenant il me faut ma dose de fiction, parce que par ailleurs moi je suis junkie de la fiction, donc je m'organise comme n'importe quel bon addict. Je m'organise pour avoir mes doses de fiction quotidienne, mes rations qui font que. Mais par moment, quand tu es dans des failles, quoi, c'est-à-dire quand soudainement tu doutes, là il me faut quelque chose d'aujourd'hui, quoi. Donc il faut, je sais pas, donc à ce moment-là je dis tout simplement, même juste je vais pas je vais voir Bill Viola au Grand Palais, tu vois, j'en sais rien, où je vois ce que me propose Vevo sur YouTube, et peut-être que ce sera une chanson de Taylor Swift qui va me donner envie de danser, j'en sais rien, mais en tout cas je vais pas convoquer mes maîtres ou mes émotions d'avant, parce que quasiment même ça me donne envie de me recroqueviller, quoi. Et j'ai juste envie de croire à un truc du présent. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de passé dans le cinéma. Les films, ils sont de maintenant. Ouais, je comprends très bien. Hein, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est un truc d'énergie presque là. Tandis que moi, parfois, c'est un truc de langage dont j'ai besoin, ou de voir une belle idée que j'ai vue 1000 fois va me en déclencher d'autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est décent, c'est encore une fois c'est cinématographique. Oui, j'ai pas ça me fout un complexe un peu ce qu'elle vient de me dire là tout à coup. Pourquoi non, mais au contraire, moi j'ai cité Taylor Swift, toi tu parles de Lou Beach, donc si tu veux, je pense que ça va. Mon vieux copain. Je rêve d'adapter. Il y a un très beau texte qui est sorti de Samson Raphaelson, qui était son scénariste, et il a fait un article dans le New Yorker qui faisait une 30aine de pages, et c'est devenu un petit livre qui a été édité chez Alia, et ça s'appelle Samson Raphaelson, donc Ernst Lubitsch, c'est Amitié, et c'est l'histoire d'un homme qui va comprendre, je ne sais pas combien d'années après, moi j'imagine vieux, tout ça, qu'il a aimé Lubitsch. Il avait l'impression que c'était un truc, un collaborateur, et il fait une enquête sur ses émotions, et tout à coup il comprend qu'ils étaient amis. Et donc ça part d'une anecdote, c'est merveilleux, et je rêve de l'adapter. Donc il raconte qu'à un moment Lubitsch meurt, et on lui dit voilà, Lubitsch est mort, et il y a les secrétaires qui appellent, allô monsieur Raphaelson, je veux le portable, moi un truc. Il FaceTime Samson Raphaelson et il lui dit Lubitsch est mort et il faudrait écrire un comment on dit, une élégie, quoi, non, enfin un texte qu'on lit oui, enfin bon, un beau texte, voilà. Et il dit moi, mais non, mais pourquoi moi, mais non, il y a truc, Billy Wilder, machin, moi je suis. Il dit non, il vous aime, vous êtes très important pour lui, il aurait voulu que ce soit vous et tout. Donc il part de cette anecdote, hein. Et donc il pond un texte, difficilement, mais il pond un très beau texte. Et voilà, c'est dur. Et puis c'est un mec un peu coincé, quoi. Il est là, bon, les émotions, l'amitié, tout ça, bref. Et donc il pond ce truc, voilà. Et le lendemain, Lubitsch, il n'est pas mort, il était que blessé. Et donc en fait, il a eu une attaque. Et donc il a eu une attaque et il est de nouveau. Et le Titi va à la secrétaire, vous déchirez le truc et n'en parlons plus. Voilà, surtout machin. Évidemment, il se revoit 2 ou 3 ans plus tard pour faire le film suivant, la Dame au manteau d'hermine. L'autre, il hésite, il en a marre d'écrire des Lubitsch, il pense que pour lui, la gloire viendra par le théâtre. Il dit merde, encore une comédie romantique ou je ne sais quoi. Mais bon, il y va. Et puis ils écrivent. Et à la fin, évidemment, des 2 ou 3 mois d'écriture, je ne sais pas combien de temps, il y a Lubitsch qui dit au fait, j'ai lu le truc que tu avais écrit. Il dit c'était pas mal. Et il sait que quand Lubitsch dit pas mal, ça veut dire pas bon. Et ils essayent de réécrire le texte ensemble. Et puis finalement, il conclut que l'idée qu'il avait de lui, même si factuellement elle n'était pas totalement juste à certains endroits, elle était belle. C'était une idée de lui et qu'au fond, elle était profondément vraie. Et moi, je rêve de... Par ailleurs, donc il raconte plein d'anecdotes et j'adore cette idée de quelqu'un qui enquête sur lui il y a 50 000 ans et qui se rend compte, non, il était sensible, il était aimant, il n'était pas juste comme ça. Et voilà, je rêve d'adapter ce truc. C'était une digression dans la conversation. Voilà. Ah, pardon.
Je perturbe la... En fait, c'était pour pouvoir vous donner la parole, justement, et parce que tu proposais les questions. Et donc, ouais, Amitié, la dernière retouche d'Ernst Lubitsch. C'est ce texte incroyable. On avait fait une lecture à la Cinémathèque, justement, avec Bernard, c'est Jacques Bonafé qui l'avait lu, et c'est un très très beau texte, magnifique. Et en fait, je voudrais... Enfin, ce serait bien que vous profitiez de la présence un peu exceptionnelle de Céline et Pierre, et n'hésitez pas à poser des questions avec tout ce que vous avez entendu là. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant, et c'est génial d'avoir deux cinéastes qui parlent en direct. En fait, c'est juste l'idéal d'être comme ça au cordeau, quoi, sur la création, et quelque chose qui revient très fort, c'est l'idée que, en fait, on se représente la liberté de création, et qu'il y a besoin d'un cadre, et c'est pas tant c'est la liberté, mais en fait c'est de subvertir, quoi. C'est ce mouvement-là, et ça c'est ce qui fait d'aussi beaux films que les vôtres, quoi. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, ça vous a interpellé, j'imagine. Bonjour. C'est une question à Céline Sciamma. Vous avez dit tout à l'heure, je pense beaucoup à la question suivante, comment on fait entrer ou sortir un visage du cadre. Vous pouvez m'expliquer un peu? Et tout à l'heure, vous avez dit aussi, Pierre Salvatori, que quand vous aviez une idée, aussi il fallait une idée de plan et de cadre. Donc, me reparler un peu de ça. Merci. Bon, en même temps, c'est aussi simple que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, je considère que c'est pas que c'est une question qu'il faut se reposer sans cesse, que c'est pas juste, bah voilà, on rentre dans le cadre et puis on en sort. Enfin, que c'est un enjeu dramatique, surtout quand on fait des films qui sont des portraits de personnages, qui est plutôt le cas jusqu'ici. Et donc, bah, c'est un ballet, quoi. C'est-à-dire, la curiosité qu'on a pour un visage, ça peut être une forme de péripétie. Voilà, c'était surtout pour insister là-dessus, sur le fait que la péripétie, c'est pas forcément une chose, un accident, mais que la péripétie au cinéma, le sentiment d'urgence pour le spectateur, ça peut aussi être l'envie de regarder quelqu'un, quoi. Et que ça, c'est notre métier, de faire en sorte qu'on ait envie de le regarder, et que donc il y a que c'est un vrai enjeu de mise en scène. Comment un visage rentre dans le cadre, comment on crée une héroïne par moment en la rendant iconique, par moment en la rendant vivante, incarnée, par moment en faisant une image, en la faisant disparaître. Enfin voilà, c'est ces questions-là, quoi. Et donc tout simplement le fait qu'un personnage rentre de dos dans le cadre, c'est pas de la même façon, ça raconte pas la même chose que si il rentre de face. C'est juste de mettre l'accent sur le fait que c'est pas une petite question, et que c'est qu'en tout cas pour moi c'est une question obsédante et c'était aussi pour faire le lien entre, enfin, quand évoquais, Pierre, le fait que finalement au sein même des films on pose la question du système de nos propres films, et ben voilà, moi par exemple j'arrive dans Bande de filles, la question de comment un visage rentre dans le cadre s'est posée, enfin voilà, j'ai fait en sorte de me la poser un nombre de fois supérieure à la moyenne, on va dire, et que donc voilà, c'est une obsession, une question de mise en scène qui est la mienne, en tout cas, enfin, qui est celle de beaucoup de gens, gentiane. Non, mais moi je trouve cette question de comment filmer les gens, pourquoi d'une certaine façon c'est beau et d'une autre ça ne l'est pas. C'est au cinéma pour moi quand c'est relayé quand c'est pas purement, quand c'est pas du vol, voilà, quand c'est pensé, quand on se pose, donc même tout à l'heure la question du cadre, la question du, voilà, là tout à coup il y a pour moi la beauté, elle doit surgir d'une façon, alors ça ne veut pas dire composé, etc., mais pour moi c'est quelque chose qui doit pas être, je dirais ça, qui doit pas être volé. J'ai eu longtemps un problème avec un film que je ne pouvais pas regarder parce qu'il y avait une douleur qui était volée, et on savait bien que ça avait été filmé comme ça, et tout le disait, on avait été chercher des corps et des douleurs et ensuite on les avait amenés dans le plan pour, à mon avis, moi,
pallier, si vous voulez, à un manque de poésie profonde et d'inspiration. Et donc c'est voler la douleur, voler ce qu'il y a de plus sacré, quoi, l'intimité, quelque chose, sans son accord. Il y avait quelque chose qui m'avait à ce moment-là. Et à partir de là, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, à comment on provoque et comment on fabrique une émotion. Et on ne peut pas faire n'importe quoi pour faire rire, on ne peut pas faire n'importe quoi pour faire pleurer. La réponse, au fond, à cette question du plan, etc., c'est justement un rapport moral, finalement, aux acteurs et aux émotions. Enfin, voilà, comment on fabrique ce qui peut paraître paradoxal, ce terme, fabriquer une émotion. Et ben, il y a une façon inspirée, digne, et tout à coup, à ce moment-là, cette émotion, elle vous bouleverse, ou alors, d'une autre façon, moi, elle peut me déranger. Voilà. Et après, quand vous parliez de l'idée du plan, etc., c'est parfois, c'est cette idée, quand on a une idée, quand on a quelque chose qui va relayer le récit, et un objet, tout à coup, qui va dire ce que pensent les gens, ou parfois, tout bêtement, une ellipse. Moi, j'adore ça, par exemple, la question de l'ellipse. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête. Donc, dans Hors de prix, qui est l'histoire de cette jeune fille sur la Côte d'Azur qui se prostitue, à un moment, Audrey Tautou se prend une cuite. Elle boit des cocktails, etc. Et je me suis dit, on a vu 1000 fois ça, et 1 et 10. Et donc, je voulais trouver une idée. Et donc, on réfléchit, et alors elle prend un cocktail, elle commande un cocktail, le mec lui met son truc là, le petit parasol, vous savez, la petite ombrelle, et donc ce qu'elle fait, c'est que elle prend son cocktail, elle enlève le truc, elle le boit cul sec, elle s'arrange, elle met la petite ombrelle dans le chignon, et elle fait un autre cut, et après je suis au-dessus, et il y a 6 ombrelles dans le chignon. Mais au-delà de la trouvaille rigolote, et moi que je trouve belle, ça me plaît, je suis fier d'un plan comme ça. Vous savez, ça paraît bizarre de dire je suis fier d'un plan comme ça. Ça parle pas de... Mais moi, je trouve que c'est profondément cinématographique, ça m'intéresse, c'est une ellipse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après par rapport à l'efficacité au rire? Donc on est au-dessus, déjà, il y a un premier rire. Et on attend le visage. Comment elle va être? Et donc, tout à coup, là, le spectateur, il est dans le film. Et après, on descend, voilà. Eh bien, je me disais ça, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est si intéressant et ça crée un lien? Parce qu'au finalement, l'ellipse, je trouve que c'est physiquement la place du spectateur. Alors ça, on l'avait dit, je suis désolé pour quand on avait parlé du scénario la dernière fois. Enfin bon, il n'y avait personne d'ici, à part 5-6. C'est, si vous voulez, l'ellipse, c'est le moment où... vous voyez, on coupe le négatif, on coupait les négatifs à l'époque, on enlève une image, on la coupe en deux, et on colle. Après, on colle, si vous voulez, les deux bouts de négatif, les deux trucs. Et bien, dans cette coupure, dans ce millième de millimètre, et bien, c'est là qu'il y a le public. Je le fais rentrer presque physiquement, sa pensée, dans sa jouissance, son truc, dans le film. Le mec se dit, elle a bu 6 cocktails, et donc elle est pétée, etc., etc. Donc c'est là, c'est physiquement. Et alors là, pour moi, c'est profondément spectaculaire. C'est quand j'aspire, si vous voulez, presque le spectateur dans le plan. Et donc ça, dans le film, pardon. C'est une idée et c'est une réflexion sur comment amener l'idée dans le plan, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais vous poser une question sur une étape dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'étape de la sortie d'un film, qui est un moment où on est souvent très fragile en tant que réalisateur. Et je ne sais pas, j'avais envie de vous entendre parler de ça, comment est-ce que vous vivez ces moments-là, et surtout, qu'en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'on peut faire en fait du regard des autres sur son travail? Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit ou pas, quand ces retours sont positifs ou négatifs d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une expérience de retour sur votre travail qui à un moment vous a fait bouger en fait, vous a fait digérer quelque chose sur vous-même ou sur votre système ou sur ce qui marche ou pas, ce qui doit avancer, ce qui doit se renouveler? Qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous lisez les articles de presse sur vos films? Est-ce que vous les fuyez? Voilà, comment tout ça se passe dans votre tête?
Ouais, c'est ça. Moi aussi, je réfléchis. Je trouve ça. En plus, ça a beaucoup évolué sur les dernières années quand même, parce que il n'y avait pas Twitter quand Naissance des Pieuvres est sorti, par exemple. Donc, et alors, finalement, maintenant, moi, je lis les critiques et je vais un peu sur Allociné et je vais sur Twitter. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire là aussi j'atteins mon point de frustration, de saturation. C'est-à-dire que je suis moins exhaustive qu'avant. Avant je lisais tout. Ouais, mais bon, c'est pas non plus des sorties. Enfin non, ça fait quand même, il y a quand même des trucs à lire. Mais avant je lisais tout et maintenant je suis moins exhaustive, mais je fais plus archéologique, quoi. Je fais des carottes, quoi. Je prends des petits sentiments comme ça. Et est-ce que ça fait bouger ? Oui, je crois que ça fait bouger, mais je crois qu'on vous apprend rien que vous ne savez déjà. Donc je crois que ça vient confirmer. C'est-à-dire que l'endroit où ça vous fait mal, c'est un endroit où vous avez déjà mal, je pense quand même. C'est-à-dire, ah ouais, ça dans le film c'est pas très réussi. Si vous trouvez ça dément, moi si on me dit oh là là Rihanna dans ton film c'est pas bien, je dis bon moi j'aime, tu vois. Donc je suis sûre. Enfin, je suis sûr. Je sais pas, je suis pas sûr que c'est bien, mais moi, je suis tranquille, je suis en paix avec ça, quoi. Mais par contre, si c'est un endroit où je suis pas du tout en paix, voire même un tout petit peu pas en paix, là, c'est dur. Donc, ça prouve qu'on me fait mal à un endroit où j'ai déjà mal, donc que c'est un endroit que je dois résoudre. Que c'est un des dragons du film, un des dragons de ma vie, comme dirait Rilke. Donc, un endroit qui a besoin de secours. Je trouve que c'est le bon moment de citer Lettre à un jeune poète. Sur le moment un peu marketing de ça. Voilà. Rilke, vas-y, enchaîne. Non, moi je lis. Ça m'intéresse, la critique, ça m'a toujours intéressé, parce que ce sont des gens qui réfléchissent sur nos métiers. Donc... alors sur les films des autres, sur ceux que j'ai vus et que j'ai aimés, et sur les miens quand ça sort aussi, ça m'intéresse. Effectivement, c'est très juste ce que tu viens de dire. Quand on sait qu'il y a un truc, moi je crois qu'on est comme des sportifs. Des fois, on sait quand on a été bon, quand on a fait un beau geste. Quand même, à un moment, on sait quand on a réussi un truc, et aussi on sait quand on l'a raté et quand c'est fragile. Donc voilà, ça vient confirmer quelque chose et ça peut être assez douloureux. Sur la sortie, moi je fais gaffe à pas lire tous les trucs, les mecs, les commentaires, tout ça. Je fais pas. Je trouve ça bizarre, si vous voulez, de prendre le temps d'aller. Enfin bon. Donc sauf si c'est une réflexion, des gens qui aiment parler de ça, etc. Mais non, je lis les articles. Ça peut me déplacer un peu, oui, effectivement, si j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, quoi. Avec De Vrais Mensonges, j'avais l'impression que même des gens qui m'aimaient bien, qui me faisaient confiance et qui s'intéressaient à mon travail, c'est comme si ils trouvaient que il venait confirmer peut-être l'idée que j'étais peut-être allé au bout de quelque chose et que, au fond, alors que moi j'adorais ça, je cherchais, mais je sentais aussi que c'était peut-être une fois de trop. Mais j'étais vraiment autour de ce truc de la comédie pure. J'étais avec Marivaux, je relisais avec le scénariste. Je disais viens on lit carrément, c'était viens on lit Molière, Je voulais aller au bout de ce truc de la tradition du récit avec des dramatiques, des machins, bref, du récit moral, machin. Et ben j'ai senti qu'il était temps. Et je l'ai senti, et c'est peut-être aussi parce que moi-même j'avais un épuisement et j'ai fait dans la cour. Je pense vraiment que c'est aussi une réaction à ce qui a pu se passer avec la sortie de Vrais Mensonges. Donc oui, et parfois aussi il y a des trucs où dans la cour, c'est un film qui a eu un gros succès critique. Et parfois, je trouvais que c'était injuste pour les autres films. Je me disais, mais pourquoi il faut aimer celui-là contre les autres ? Parce que moi, souvent, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand tout le temps on me dit, les apprentis, etc. Comme si j'avais trahi la cause en épousant la fiction et en réfléchissant à la mise en scène, à la fiction, au cinéma populaire, etc. Et donc,
Bah oui, tu vois, tout ça nous fait réfléchir et souvent ces réflexions, ces agacements, ces inquiétudes ou ces vérités, je pense, nous font d'une façon quand même évidente aboutir au film suivant, parce que aussi c'est ça, on réfléchit tout le temps à qu'est-ce que va être l'autre film donc tout ça, ça fait partie aussi de ça. Mais en plus, il y a une espèce de truc où enfin, je te rejoins sur le fait que finalement, le film, ce qu'on aime bien chez toi, généralement, tu vas pas l'aimer, quoi, aussi. Enfin, il y a aussi cet effet-là, quoi. C'est-à-dire, moi, quand on me dit, mon film préféré de vous, c'est celui-là, c'est toujours le même, et ben, je suis genre, moi, c'est celui que j'aime le moins, en fait. Tu vois, je suis là, je le méprise un peu, en fait. Je le méprise un peu d'être aimé. Bon, c'est mon rapport au sentiment, hein, c'est très triste. mais je veux pas faire partie d'un club qui veut pour membres, comme un célèbre moustachu, mais non, mais il y a ce truc aussi où tu veux défendre un peu l'endroit où tu es fragile, en fait, l'endroit où tu as perdu même, où tu as perdu dans le sens où tu n'as pas forcément gagné en termes d'entrée. Il y a des effets comme ça qui sont des effets de compensation, parce que bon, la sortie, oui, certes c'est la critique, mais la sortie c'est surtout la salle, quoi. La sortie c'est surtout les chiffres, c'est surtout l'espoir qu'on a mis là-dedans, c'est surtout et là, il y a des leçons à en tirer, parce que c'est des leçons qui parlent à la fois de vous, de votre projet, de votre film, de son adéquation avec le projet d'une société, qui parle des spectateurs. Les chiffres, vous les regardez, ça peut ressembler sur bande de filles. Les chiffres, ça ressemblait beaucoup à des cartes des chiffres des résultats d'élection. Hein. Plus on va dans le sud, plus c'est chaud. Enfin, en température et aussi en fréquentation. Non, mais je veux dire, c'est soudainement le moment où le film il a un rapport au monde et où du coup, ce rapport, il n'est pas forcément performant. Ce rapport au monde, il n'est pas forcément. On peut pas en tirer des conclusions. C'est pas de la voyance, quoi. Mais ça dialogue. Et ça, cet endroit-là, c'est à la fois un endroit qui est extrêmement libérateur parce que les choses ne vous appartiennent plus, et en même temps qui vous implique beaucoup parce que rien, vous n'êtes pas obligé d'envoyer un message au monde. Hein. Je veux dire, c'est quand même une décision absolument. Enfin, c'est fou quand même de dire ouais, moi, je vais dire un truc que les gens ils vont payer pour aller voir. Enfin, je veux dire, moi à chaque fois, je me dis c'est dingue quand même de faire ça. Et du coup, la sortie, c'est aussi ça. C'est aussi le moment où, à la fois, ça vous donne une espèce oui, comme ça, ça vous coupe en deux et vous pouvez regarder l'intérieur. Et puis, ça vous coupe en deux aussi cet instant en France, le rapport au cinéma de la France. Voilà. Et ça, c'est sur nos films et c'est sur tous les films. Voilà. Parce que quand on voit qu'une année, cette année-là, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu fait tant, et puis tel autre truc fait tant, et ben voilà, ça parle du monde dans lequel on vit, et donc a priori ça nous donne envie d'en reparler ou de le quitter définitivement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi je suis très très triste quand mes films marchent pas. Voilà. Là vraiment il y a ce truc quand je fais Les Marchands de Sable et que on est au film du Losange, Allo, Toulouse 4. Oh là là, c'est affreux, quoi. Je me rappelle, mais vraiment sortir donc par rapport au suivant, tu vois, je me rappelle sortir de cette fameuse soirée chiffres, vraiment qui n'a pas dépassé 3 chiffres, hein, on va dire, ou 4. Mais j'étais en larmes. Hein, et j'ai dit à Philippe Martin, mon producteur, le prochain, je prends des armes avant. Et j'ai pris Auteuil et je dis, je peux plus passer 1 an, 2 ans, 3 ans de ma vie. Il faut que je me... Ça veut pas dire prendre des armes, ça veut pas dire je vais faire n'importe quoi. Mais il faut que j'aide le film aussi. Il faut que surtout avec avec le projet que je pouvais avoir. Donc c'est très important pour moi. Et si ça marche pas, c'est que j'ai raté quelque chose. Voilà. Alors on se rend compte qu'il y a une petite prédestination. Il y a un truc bizarre, c'est que 2 semaines avant déjà, alors que les gens l'ont pas vu, il y a ce truc aussi, c'est est-ce qu'à ce moment précis, on a envie d'entendre parler de ça? Est-ce qu'on a raté son coup? Est-ce que c'est pas un sujet préoccupant ou est-ce que c'est pas tout simplement un type de récit, etc., dont on n'a pas envie? Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque, quoi? Moi, je suis vraiment très inquiet du moment où je vais être à côté, quoi, et que je vais commencer à faire des films au fond qui s'adressent plus à personne, quoi. Quand je vais perdre ce truc un peu de cette intuition. Moi, j'avais l'impression qu'avec dans la cour, c'était important pour moi en ce moment-là de parler de ça, de comment ça nous rend fous,
comment l'idée de quelque chose qui se termine, on l'accepte, en dehors bien sûr de notre propre existence, mais de l'idée de fin du monde, comment on vit avec... Oui, j'avais envie de tout ça, je sentais cette inquiétude, j'avais envie... et j'avais l'impression qu'avec un immeuble presque qui devient un personnage, un peu organique comme ça, voilà. Et au fond, eh ben, quand ça répond comme ça fait plaisir, c'est satisfaisant parce qu'on a eu l'impression de faire partie du monde pleinement et d'être voilà, en phase et qu'il y a un échange. Quand c'est une grosse claque, que ça marche pas, c'est dur. C'est souvent après un succès, on tente des choses, on est un peu orgueilleux. On se dit, je vais réussir ce truc dingue, de faire rire, pleurer, ou peut-être on devient systématique, il y a quelque chose, je sais pas. Donc voilà, et c'est vraiment... voilà. Mais avant tout, vraiment, j'ai cette idée que si ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui est... Et c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'à un moment, un cinéaste, il évolue parce qu'il découvre aussi comment il réagit au fait qu'il ne fait pas d'entrée ou qu'il en fait, quoi. Et qu'est-ce que ça, tout d'un coup, ça provoque d'intime en soi, de se dire mais ça n'intéresse pas les gens ce que je fais, ou ça intéresse ces gens-là, et qu'est-ce que ça va faire décider ou pas sur un type de narration, un type de sujet, un type d'histoire. Et est-ce qu'à un moment aussi, quand peut-être on commence à en faire, on peut être accro aussi, c'est-à-dire finalement, ce besoin de plaire, ça rejoint aussi ça, a des conséquences sur le projet artistique. Et c'est un lien dont on ne parle pas souvent de ça. Oui, l'envie d'être aimé et comment Ouais. la pire des choses, ça peut être par moment de trouver la formule pour être aimé et où après, du coup, tu la répètes. Quand on a vu des gens faire ça. On en a plein dans la tête. Enfin, pas tant que ça, mais un peu. Et ça, ce désir de plaire, il est... Enfin, je peux même pas le déplier, je peux même pas en parler parce qu'il est insidieux, quoi. On a envie aussi qu'un film soit aimable. Je crois qu'aussi, moi, j'ai un rapport au film qui est comme un rapport aux êtres. Je trouve qu'il y a des films que j'aime pas parce que je les trouve pas honnêtes. Comme on dirait de quelqu'un, il est pas honnête, il est pas... Voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment il n'est pas droit, il n'est pas inspirant, etc. Et donc tout à coup, quand ça marche pas, on sait qu'on a aussi on a suscité quoi le pire, c'est-à-dire le manque d'intérêt, voilà. C'est bizarre. Et puis après, en plus, quand moi, comme je m'occupe du genre et que j'essaie de faire des comédies, etc. Là, c'est encore pire. Alors là, il y a un truc qui est terrible, c'est quand ça marche pas, quoi. Dans la salle, j'entends là. C'est-à-dire que quand vous avez écrit un truc rigolo, a priori, et que rien... Il y a ce truc, c'est grisant. Mais moi, j'aime beaucoup ça, cette idée vraiment de la salle. J'ai fait un peu du spectacle avant. Et donc, j'adorais ça, quand il y avait cette ivresse et qu'on partageait ça avec les spectateurs et que ça partait dans l'improvisation, dans ce moment de grâce absolue et tout. Voilà. Et donc c'est merveilleux. Moi, c'est comme là encore, je reviens sur le beach, mais c'est truc dingue de regarder quand on fait la promo de son film, on va un peu dans les tournées province, etc. Et j'attends de voir. Je sais la phrase d'après, je sais la séquence d'après, voir si ça va marcher. Je regarde les gens, qu'on voit un visage un peu fermé. C'est le seul qui vous intéresse, ce visage fermé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Et il y a donc un très beau film, c'est dans Serenada 3, où le mec devient un auteur très connu et tous les soirs il va regarder les mecs, le public dans la salle et tout le monde rit sauf un mec et il regarde que ce mec. Là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà. Bon, oui. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, tu sais, sur penser la mise en scène, le récit et le langage. La mise en scène, c'est le langage. C'est comment on parle. C'est calé dès les 10 premières minutes. Le langage qu'on choisit, et quand on y déroge, c'est la faute d'orthographe, c'est la faute de grammaire, et tout à coup le film perd son style, sa vérité. Et voilà, tout ça, ce sont des choses très passionnantes. Pour moi, c'est vraiment ce truc du métier, quoi, de notre métier, et d'en parler, et de réfléchir, et de savoir aussi. Ouais. Je crois que ça a sonné. De savoir aussi quand s'arrêter. Ouais. Quand on frôle l'ennui. À moins qu'il y ait une Au cinéma, le péché, c'est l'ennui. Dernière question alors. Dernière question.
Oui, vous avez évoqué le cinéma populaire avec la difficulté de faire un cinéma, alors je mets des multitudes de guillemets, je ne sais pas, intelligent, etc. etc. J'ai assisté dans la ville de Trappes au film Intouchable. Et j'étais. Vous avez assisté au tournage ou à la projection? Non, à la projection, excusez-moi. Non, la projection, je suis uniquement un spectateur, je n'ai aucune compétence en cinéma. Mais j'ai assisté à la projection, et ce cinéma, je n'avais jamais vu ça, il était plein à craquer. Il y avait toutes les populations de Trappes, il y avait tous les âges, et il s'est vraiment passé quelque chose. Et je crois quand même, une des forces de ce film, c'est qu'il est à la fois grand public et en même temps, il y a quand même certaines subtilités. Et ma question, c'est, est-ce que c'est un immense défi d'arriver à monter un film justement populaire qui s'adresserait à ces gens-là et qui en même temps leur permettrait déjà de commencer à se poser ces questions avec les ellipses, l'humour, etc., etc. Et la grande difficulté de vraiment faire un film populaire, mais en même temps poussant des faits de société, permettant à ces gens, consciemment, inconsciemment, mais de se poser toutes ces questions que vous posez là. Il y a deux choses. Il y a le sujet qui va toucher, et il y a le style, la façon dont on... J'ai pas vu beaucoup, moi, de films qui déclenchaient des tels... Enfin, vous voyez, qui étaient à ces niveaux de succès, qui se préoccupent de la question de la narration, du style, de la mise en scène. En général, là, c'est le sujet, l'émotion, la solidarité, en général, ce genre de trucs, etc. Moi, je ne méprise pas du tout ce film. Je trouve que ces gens-là, ils ont un savoir-faire, un sens du rythme. Ils ont su capturer, on en parle aussi, un sacré corps de cinéma, un grand corps burlesque. Ça va, il y a vraiment un truc, moi, que je trouve très drôle parfois. Donc, j'ai pas du tout un truc avec les pincettes. Voilà, je trouve que le film, il est dans son... Il y a une innocence du récit que je trouve bien. Je n'aime pas du tout... j'ai remarqué que certains auteurs de cinéma, quand ils abordent la comédie, ils la font souvent au second degré. Et comme si, au fond, le genre en soi, il ne pouvait pas être pris... on ne pouvait pas être dans l'innocence du récit. Il fallait... Je veux bien m'attaquer à ça, mais un peu avec des pincettes. Je trouve qu'il y a un côté très un peu bourgeois que je n'aime pas du tout. C'est vraiment... Et on aime, et très souvent, il y a eu très souvent... Un peu, j'ai pas envie de faire un discours sur la critique parce qu'a priori, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose que j'aime. Mais je me rendais compte qu'elle aimait la comédie quand elle était souvent distanciée ou au second degré, potiche. Et là, je parle pas d'un cinéaste du tout que je méprise, mais à un moment d'un film OSS, etc., j'ai eu l'impression que une certaine critique qui pense le cinéma est parfois avec beaucoup d'intelligence et de goût, etc. Au fond, il voulait bien de ce genre-là si il n'était pas pleinement assumé. Voilà. Donc, pour en revenir un peu à la question, moi, je trouve ça donc très beau, cette image de la salle et des gens touchés par un sujet. Et, voilà. Après, je vous dis, quand c'est vraiment des succès énormes comme ça, on peut dire qu'il y a une efficacité de mise en scène, un savoir-faire, mais j'ai rarement vu ça avec moi, quelque chose qui m'intéresse plus profondément. C'est que derrière, il y a aussi une préoccupation de style. Mais... voilà, il y a une promesse tenue. Et donc, ça, les gens le sentent. Et ils entrent, on leur a dit c'est ça, ça et ça, et tu vas voir, et ça va t'emmener là. Et la promesse est tenue. Et voilà, et c'est beau. Mais moi, je sais par exemple que je ne ferai jamais un succès comme ça. Je ne peux pas dire un film comme ça aux gens. Hein, vraiment loin de moi cette idée. Mais je sais que la façon que j'ai de faire, et pourtant je fais des comédies, mais je ne ferai jamais... la Grande Vadrouille. Comprenez bien, le succès de la Grande Vadrouille, j'entends. J'aurais jamais. Il y a à un moment, je crois, un truc qui bloque. C'est intéressant. Hein. C'est qu'est-ce que ça peut être. J'ai réfléchi à ça. Je me disais, j'adorerais, moi, tout à coup, un de mes films devienne un truc dingue comme ça. Ça doit être génial, quoi. Mais regardez La Famille Bélier, tout ça, c'est en général une affaire d'émotion pure ou d'émotivité, vous voyez, mais qui n'a pas à voir avec un truc qui moi m'intéresse plus, qui est la beauté. Voilà, je ne sais pas comment dire ça, expliquer bien, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais ces grands phénomènes-là, sur des films parfois qui ne sont pas du tout détestables, c'est quand il y a cette espèce d'émotion incroyable, une histoire très émouvante, voilà, des destins, des trucs comme ça. Et tout. Je ne vais pas tenir la parole, il y a une toute dernière question, j'ai senti que c'était... Voilà. Et après, par contre, on va y aller à la toute dernière séance de la compétition qui nous attend. Moi, c'est une question pour Pierre Salvadori. C'est par rapport à justement l'écriture de l'émotion, et notamment dans La Cour, par exemple, où je trouve qu'il
il y a, on est constamment, ça bascule constamment entre le rire et les larmes. Et en 5 minutes, on peut être au bord des larmes et 5 minutes après, on va rire aux éclats. Et je voudrais savoir comment, dans l'écriture, vous avez senti et vous avez réussi à créer cet équilibre-là et qu'à un moment, voilà, ça marchait et c'était honnête. Enfin, parce que je pense que c'était vraiment là... ça parle de mon propre combat à moi, voilà, sur quelque chose qui ne va pas de soi, qui est, comment il disait l'autre, Gerd Müller ou Zinedine Zidane, c'est le métier de vivre. Le fameux, ce philosophe, le métier de vivre. Moi, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de spontanément plein de vitalité, joyeux, qui va bien. Ça a toujours été un combat, parfois un combat très difficile, que j'ai fait presque à des moments où on manquait de... c'est là, waouh. Et donc, après, on revient et on est heureux. Et on est heureux. On est un homme qui arrive à vivre, etc. Donc, je parle de ça dans ce film. J'ai dit que ça ne va pas de soi. Et c'est ce combat-là, au fond, finalement, qu'on retrouve... et dans tous mes films, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre, j'imagine, une espèce de faire une espèce d'analyse sauvage à 3 balles, mais ça doit être un peu ça. C'est-à-dire que j'ai besoin même dans la vie, si vous voulez, de ça, des trucs qui vous dopent un peu, la beauté, un beau film, un beau geste, le panache, le machin, etc. Et au fond, quand je fais un film comme ça, je m'excuse presque parfois de montrer des choses très tragiques en essayant de les rattraper par ailleurs, mais je crois que c'est pas uniquement ça. C'est qu'au fond, ce frottement, il est intime, c'est un truc en moi. Et donc, c'est c'est qu'est-ce qu'on trouve en soi comme relais ou comme vitalité, pour aimer vivre, si vous voulez. Donc ça va, voilà, c'est aussi bête que ça. Et très souvent, ça a à voir avec... parce que moi, quand je dis le rire, c'est tout le temps la beauté, c'est ça, c'est l'émotion. C'est pas forcément... c'est quelque chose de compliqué pour moi, ça. La comédie, choisir de faire rire, etc. Savoir que la comédie, c'est l'apologie de la vitalité. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas de soi non plus. C'est quelque chose, un combat. Et je pense que c'est ça, là, dans la cour, peut-être. Je ne m'exprime pas bien. Je suis désolé, je crois qu'il est temps de... c'est quand les mecs commencent à faire eux. Merci infiniment.